Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Petit message avant de vous laisser découvrir cet épisode avec Charlie Kid. Je viens de créer un compte Patreon pour Aléatoire. Je vous laisse profiter et on se retrouve à la fin pour que je vous en dise un peu plus. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode un peu last minute, il faut le dire, parce qu'il s'est décidé hier soir à l'occasion de l'excellente première soirée organisée par Arrêt Carjack, Carjack City. Mon invité du jour est donc une des personnes ayant performé lors de cette première soirée. Il s'agit de Kingpin Skinny Kid, a.k.a. Charlie Kid. Enchanté. Bonjour Charlie, je suis très heureux de te recevoir, très heureux de comment ça se fait, comment ça s'organise. J'aime bien faire des épisodes comme ça, parce que donc tu étais sur Paris pour un concert. Exactement. Hier, à la première soirée Arrêt Carjack, parce que tu es rappeur. Donc on va revenir un peu sur ton parcours, mais première question que je pose souvent quand j'ai un rappeur derrière le micro, c'est quoi ton premier souvenir de rap ? On avait beaucoup de CD à la maison. Mon père avait quelques CD de rap et genre c'est assez lointain, donc je suis pas sûr. Mais c'est soit MC Solar, soit Les Princes de la Ville. Ok, d'accord. C'est l'un ou l'autre, quoi. Parce que donc t'as grandi dans une famille très mélomane, où la musique avait une place importante ? Ouais, mon père était un très grand auditeur de musique. Mm-hmm. Personne fait de musique, Okay. mais mon père est un très très grand fan de musique. Il collectionne les CD et il aime bien plein de trucs différents. Donc ça m'a donné un peu une culture, ça m'a fait un petit peu une carte mentale des genres, des époques, des mentalités, des sonorités. Mm-hmm. Donc ouais, ça m'a baigné comme ça. Alors donc tu parlais de MC Solar ou des Princes de la Ville qui faisaient partie des CD de ton père, et c'est déjà avec les CD de ton père que tu t'es dit que le rap c'était vraiment un truc qui te parlait, vraiment un truc que tu presque ce qui t'a poussé à en faire, ou c'est plus tard dans tes découvertes plus personnelles que c'est venu ? C'est vachement plus tard quand même. Le moment où j'ai vraiment compris que c'était mon truc, c'était avec Booba en fait. C'était Okay. à Westside. Comment ? Parce que les trucs de mon père est plus dans les trucs de musique chaude. Mm-hmm. Beaucoup de genre soul, jazz, des trucs de library music. Library music. Library, qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'était la musique libre de droit à l'époque. Okay. Tu vois, t'avais des compositeurs, des mecs comme Alan Okshaw, ou des mecs qui ont fait du jazz, ou des trucs même un peu expérimental, qui en fait produisaient des heures et des heures de musique qui pouvaient après être vendues pas cher pour des films, des émissions de télé, des trucs comme ça et tout. Il y a des pépites, quoi. Les beatmakers, ils ont samplé, ils ont été piochés là-dedans parce qu'il y a des heures et des heures de musique et personne va trouver deux fois le même truc. Donc voilà. Et ouais, beaucoup des musiques chaudes. Et moi, enfin, musique chaude, ça va un peu tout et rien dire, mais moi, c'est vraiment à Booba, les clips à la télé, les trucs de Dirty, l'arrivée de la trappe et tout, que j'ai vraiment eu envie de m'y mettre, quoi. Parce que oui, pour l'instant, c'est plutôt des pistes de découverte assez françaises. Donc le 113, MC Solar, Booba. Mais c'est quelque chose qui est relevé par énormément de personnes qui parlent de ta musique. C'est quelque chose qui saute aux oreilles, pour les oreilles un peu formées quand on écoute ta musique. Et même ton alias Kingpin Skinny Kid est une référence à un rappeur de Memphis. Donc comment la transition elle s'est opérée vers le rap US, vu qu'aujourd'hui c'est quand même plus ce qui t'influence que le rap français, non ? Il y avait quand même pas mal de rap US à la télé quand j'étais petit. Dans les années 2000, fin 2000, début 2010, t'avais quand même beaucoup. T'avais Young Money, juste avant ça t'avais les trucs de Dirty South, t'avais Ludacris, Camillionnaire. Et donc ça, c'est arrivé assez naturellement. Sinon, les vidéos de skate aussi, ça a fait énormément.
Dans les vidéos de skate, il y avait beaucoup de rap américain, que ce soit les trucs new-yorkais, des trucs du sud, des trucs de Waka Flocka. Il y a plein de trucs qui collent avec ça. Donc ouais, ça a fait vraiment beaucoup. Parce que t'étais très dans la culture skate. Ouais. Ouais, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus mis dans. Comment dire, rentrer dans une culture, comprendre comment ça fonctionne, être attaché à un truc, à un groupe et tout. Le skate, c'était vraiment hyper formateur pour ça. J'en fais plus trop aujourd'hui, mais c'est un truc, genre, tu restes attaché à ça toute ta vie, quoi. Ouais, je vois. C'est un peu une espèce de mentalité. Tu mets les pieds dedans, ça te suit toute ta vie, quoi. Ça te quitte pas. C'est un état d'esprit plus qu'une pratique. Ouais, bon, c'est un peu. C'est un peu cheesy dit comme ça. Un peu facile comme phrase, mais ouais, c'est. Comment dire. Non, ça regroupe un petit peu tout. Tu sais, c'est genre, comment dire, c'est cohérent, incohérent, tu sais pas trop. Juste, quand tu le vois, tu sais. Quand tu le sens, tu sais. Okay. T'es pas toujours obligé d'expliquer pourquoi, juste. Et ça fait plaisir, quoi. Et alors, donc, sur les plateformes, il y a 2 projets où tu es en solo qui sont disponibles. Un 3e projet en groupe qui est disponible, dont on va parler. Mais il y a des projets qui sont plus vieux que ça, qu'on peut trouver assez facilement sur YouTube et sur Bandcamp. Donc, je sais pas si tu veux qu'on en parle. Est-ce que on peut en parler c'est si caché ou c'est pas caché C'est pas caché pour des raisons artistiques, c'est caché parce que l'organisation, les gens avec qui on était, en fait, il y en a plein qui ont arrêté. Okay. Et il y en a plein qui voulaient pas trop laisser de traces ou qui voulaient plus payer des abonnements, des trucs. Et donc, et moi, c'est les trucs que j'aime pas trop, en vrai. C'est des trucs que je revendique pas vraiment. Moi, j'ai vraiment l'impression. Moi, je me concentre sur mes trucs. À partir de mon premier projet, pour moi, c'est là que ça commence, quoi. Avant ça, c'est. Donc, à partir de Attention en 2021. Ouais, c'est ça. Avant, c'est juste. C'est moi qui me cherche publiquement, quoi. Donc, ça existe. Je vais pas faire comme si ça existait pas, mais j'en suis pas particulièrement faire. C'est un moment où je me cherche, quoi. Ok. Parce que donc, oui, il y a sorti en. Donc, on parle de ton premier projet qui est sorti en 2021, donc Attention. Ouais. Là, en 2024, cette année, tu viens de ressortir un album, donc Je ne suis d'aucune aide. Exactement. Avec un 4 à la place du apostrophe dans d'aucune aide. Mais avant ça, effectivement, donc, il y avait eu 4 roues motrices en 2019. C'est ça. Et Yacht Club, qui est un projet en collaboration avec un rappeur qui s'appelle Patty G. C'est ça. En 2016. Et donc, c'est à peu près en 2016 que tu t'es mis à rapper, ou déjà avant, tu rappais un peu, et surtout, à quel moment tu décides de faire la transition de simple auditeur qui aime le rap, qui digue, à te dire, bah vas-y, je vais poser mes textes, je vais me poser derrière un micro et je vais essayer de faire quelque chose? Bah, ça a commencé quand même quelques années avant. Je dirais que ça a commencé genre en 2012-2013. Je suis plus sûr exactement. Mais moi, à la base, j'avais pas du tout. À la base, moi, je voulais faire des prods. Ok. Je voulais pas rapper. C'était pas du tout une envie. Je sais pas, j'avais pas envie de rapper, quoi. Je voulais faire de la musique plus que dire des trucs. Et c'est juste, mes potes un jour, ils m'ont dit, tu comprends comment ça fonctionne, pourquoi t'essayerais pas? Je me suis dit, ok, je vais essayer. J'ai fait un couplet. Je le trouvais horrible. J'étais dégoûté. Mais mes potes, ils disaient, ça va, c'est cool. Et donc, du coup, j'en ai encore fait quelques-uns. Et je me suis vite rendu compte que écrire des couplets de rap, j'en avais rien à foutre, en fait. Genre, juste rapper, ça m'intéressait pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéressait, du coup, quand j'ai compris que je pouvais faire des couplets de rap, j'ai vu la porte ouverte sur faire des morceaux. Et je me suis dit, ah, mais les trucs que j'aimerais entendre en français, avec les influences américaines qu'on n'entend pas tous les jours, je me suis dit, j'ai vu la porte ouverte vers ça, donc je me suis dit, il faut que je charbonne, il faut que je fasse des morceaux dont je suis content et tout, et ça m'a pris quand même pas mal de temps. Okay. Mais le truc, parce que quand j'ai commencé à rapper, c'est le début des années 2010, milieu des années 2010, et c'était vraiment le moment, surtout en Belgique, les open mic, les freestyle vidéo, les trucs comme ça, et ça c'est un truc, j'ai essayé de le faire, j'arrivais pas à trouver ma place au milieu de ce truc-là, quoi. Tu veux dire quelque chose qui était un peu dans une revendication d'un héritage, de l'héritage années 90, comme on a pu avoir nous ici sur Paris avec les crews comme l'Entourage et avec des événements comme End of the Week ou Bah, c'est même pas parce que moi j'aime bien le rap des années 90, il y a des trucs qui me plaisent, c'est plus le côté sportif du truc qui me fatiguait un petit peu. Le côté qui va avoir le meilleur couplet, qui va avoir les meilleurs placements, qui va avoir les meilleures rimes et tout. Je sais pas, j'arrivais pas à me mettre dans une compétition, en fait. J'arrivais pas à me mettre en compétition avec les autres, à avoir envie de faire mieux ou avoir envie de
de prouver des trucs, quoi. C'était vraiment. J'ai essayé de le faire par mimétisme parce qu'il y avait des trucs comme ça autour de moi, mais en même temps. Mais j'ai jamais réussi à vraiment y prendre du plaisir. Okay. Et donc, du coup, dans la foulée, je me suis mis à faire des prods parce que il me fallait des prods pour faire les morceaux que j'avais en tête. Donc, j'ai dû apprendre à faire ça. Ok, parce que donc, si je retrace l'historique, t'avais envie de faire des prods. Ouais. Mais t'as tes potes qui ont dit tu sais comment ça marche, donc vas-y, essaye d'écrire un couplet. C'est ça. Tu commences à écrire et à rapper, alors que ton but quand même c'était de faire des prods à la base, mais t'avais pas encore fait des prods. Et en prenant goût à rapper, tu te dis ouais, mais j'ai pas les prods que je veux, donc bah je vais faire des prods. Voilà. Ok, donc c'est un long chemin pour arriver à l'étape initiale. J'étais à pas grand chose de absolument rien faire. Donc à l'envie initiale. Alors c'est intéressant ça parce que j'avais envie qu'on en parle des prods. On va y revenir. Mais déjà concentrons-nous sur tes deux projets. Donc attention, sorti en 2021, je le rappelle, et donc je ne suis d'aucune aide. Où pour le coup t'as un rap qui est très très référencé. Ouais. Où tu cites énormément de références culturelles, aussi bien musicales que cinématographiques, et pas que dans le rap. Comment tu construis tes textes en fait, et comment t'écris, et comment tu décides de quelle référence va intervenir à quel moment, et de faire intervenir telle ou telle référence? J'ai pas de processus précis. Quand j'écris, c'est un petit peu comme ça vient. Disons que je vais noter plein de petites phrases un peu à gauche à droite, et puis à un moment, quand j'ai l'impression d'avoir assez de trucs pour en faire un morceau, je vais en faire un morceau. Des fois ça prend 3 jours, des fois ça prend 3 semaines, quoi. Ça dépend de comment ma vie se déroule et tout. Et en fait, les références, c'est marrant parce que c'est pas du tout un truc instinctif chez moi de placer des références. D'accord. En fait, genre en général, j'écris, puis je me dis par rapport aux couleurs du morceau, par rapport à, je sais pas, l'atmosphère, le truc que j'ai envie d'installer, je me dis tiens, il faut maintenant que j'ai un petit marqueur, un petit truc parce que comment, en fait, plus que faire des références, j'ai plus l'impression de rendre hommage à des trucs qui me plaisent pour continuer à les faire vivre plutôt que les placer pour les placer, quoi. Et genre si c'est un truc que je fais consciemment, on va dire, de faire des références. Si je me disais pas consciemment de faire des références et que juste j'écrivais les trucs qui me passent par la tête, je ferais aucune référence. Quasiment d'accord. pas. Donc quand tu... ouais. On me parle beaucoup de ça, on me dit beaucoup, tu fais beaucoup de références et tout. Et donc, moi, j'ai l'impression de pas en faire tant que ça. D'accord. Mais du coup, je suis pas non plus le meilleur pour me juger moi-même. Donc, par rapport à... Je trouve que pour le coup, tu fais vraiment partie de cette... de cette famille où je mettrais aussi un Sidi Cid, un Samir Hamad, même si c'est pas forcément exactement les mêmes influences et les mêmes sonorités, mais effectivement de ce rap qui cite beaucoup de choses. Mais donc ok, je vois très bien cette idée de rendre hommage et de continuer à faire vivre. Et donc t'écris petit bout par petit bout et ensuite tu rassembles pour faire un... C'est ça. Je sais pas si je le fais exprès, des fois oui, des fois non, mais c'est vraiment un truc de... Comme si je changeais de sujet de discussion en un claquement de doigts. J'ai pas de fil rouge, j'ai pas de thématique, j'ai pas de truc, c'est vraiment juste... je mets les trucs les uns après les autres et puis on voit ce que ça donne. Ok. Et donc tu continues de faire tes prods? Ouais, mais sur le premier, j'ai fait toutes les prods ou presque. Et sur le deuxième, beaucoup moins. Ok. Et alors donc comment tu... alors plutôt sur le premier alors, comment tu fonctionnais? Est-ce que ça t'arrivait d'avoir déjà par exemple un texte qui était quasi complet à force d'avoir à ramener ensemble des petits bouts de phrases et de puzzles, et ensuite tu disais ok, je vais essayer de construire une prod qui va avec ce texte, ou est-ce que quand même c'est toujours la prod qui vient en premier, tu commences toujours par faire une prod, et surtout comment tu commences à faire tes prods et ensuite t'essayes de mettre un texte dessus? Franchement, j'ai aucun process précis. C'est vraiment, ça peut arriver de n'importe quelle manière. Des fois, ça m'arrive plus souvent d'écrire dans le vide et puis de trouver la prod qui va avec. Mais ça m'est arrivé, enfin, tous les cas de figure me sont arrivés, quoi. Je me suis déjà imaginé un morceau de toute pièce en me disant je dois faire tout qui va dans ce sens-là. J'ai déjà écrit des textes sans aucun truc et en prenant des vieilles prods. J'ai déjà fait des prods en disant je veux faire un morceau qui ressemble à ça. C'est vraiment, ça dépend du moment, quoi. J'ai pas de truc, j'ai pas de process précis de laboratoire, on va dire. Okay. C'est vraiment, ça dépend des envies, ça dépend des morceaux, ça dépend de la musique que j'ai envie de faire. C'est assez fluide. Ok.
Et donc des projets comme Attention ou Je ne suis d'aucune aide, est-ce que quand tu les crées, tu les penses vraiment du début à la fin, encore une fois, comme des projets, tu vas construire les morceaux avec, on va dire, une ligne directrice propre au projet, ou c'est plutôt une démarche de quand il y a suffisamment de morceaux et qu'il y a une cohérence entre eux, bah, le projet est là et je libère le projet. Bah, les deux projets, ils étaient finis quand ils étaient finis. C'était genre, j'avais la sensation que c'était fini, mais je le savais quand je le savais. Je pouvais pas me dire, il me reste 2 morceaux pour finir, ou je me reste ça à faire pour finir le truc et tout. Mais le premier, c'était un peu plus genre, je me suis fait plaisir. Je me suis dit juste, il faut un truc complet où j'avais l'impression que l'équilibre était bien balancé en termes de longueur, en termes de couleur et tout. Et puis ouais, il était fini quand il était fini. Et Je ne suis d'aucune aide, par contre, j'avais vraiment une idée beaucoup plus précise de là où je voulais aller, juste en termes de couleur globale, quoi. De ce que je voulais raconter, de l'atmosphère que je voulais retranscrire. Parce que le premier est plus, comment dire, c'est un peu plus une espèce de carte de visite, où genre je tente un peu différents trucs, alors que le de Je ne suis d'aucune aide, il est plus uniforme. Et je voulais vraiment un truc un petit peu plus uniforme. Ok. Plus cohérent peut-être Ouais, bah plus ouais, plus qui va tout droit, quoi, on va dire. Et ouais, je les ai pas du tout fait de la même manière. Le premier, je l'ai fait tout seul dans ma chambre j'ai quand même pris pas mal de temps pour le faire. Alors que le deuxième, je l'ai fait quand même assez vite, mais avec pas mal de gens pour m'aider. Donc je l'ai pas enregistré tout seul. J'ai filé les mix à un pote. Je recevais des prods aussi pas mal, donc je devais pas me faire toutes mes prods. J'en ai que 2 ou 3, je crois, sur celui-là. Donc en vrai, ça facilite vraiment énormément les choses. Et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Je préfère vachement bosser comme ça que genre faire toutes mes prods, faire tout seul en mode génie fou. Et franchement, c'est trop fatigant, c'est trop chiant, j'ai plus envie de faire ça. Alors, c'est-à-dire assez vite, t'as mis combien de temps à le faire, ce projet Entre vraiment le premier morceau et la sortie, il doit y avoir 8 ou 9 mois, un truc comme ça. Ok, d'accord, oui, effectivement, c'est assez... Ouais. C'était hyper agréable à faire, hyper facile. Et alors, en 2024, c'est pas le seul projet que t'as sorti, vu que t'as aussi sorti un projet en groupe, t'as sorti Mafia Merveille avec ton... Alors, est-ce que déjà tu le considères comme un groupe ou un collectif, les Marvelous Mob, que tu composes avec les 2 autres meilleurs rappeurs belges, selon ce bon Sidicide, donc Cham le Pire et Tonino. Donc déjà, est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est un regroupement de... Est-ce que vous vous pensez comme un groupe ou juste des rappeurs qui s'apprécient et qui font de la musique ensemble et qui font un projet commun et qu'est-ce que ça change surtout toi dans ta façon et d'écrire et peut-être de faire des prods, de faire des morceaux à plusieurs Bah en fait, ce projet, il s'est un peu imposé de lui-même parce que c'est juste un moment où on traînait beaucoup ensemble et où on avait DJ Young Vem qui était pas loin et qui pouvait nous filer des prods. Et donc en fait, juste on a fait des morceaux. Puis à la fin, on avait un projet et il était fini, quoi. C'était Tonino qui avait qui avait une impulsion de refaire un truc en groupe, de refaire un truc à plusieurs et tout, et qui en a profité pour qu'on s'organise autour de ça pour faire ça. Et donc ouais, c'est quand même c'était assez pareil. Le seul truc a été assez rapide, assez facile. Et ouais, on peut dire qu'on est un groupe. On peut dire qu'on est un groupe, ouais. Et donc, est-ce que ça change quelque chose, toi, dans ta façon d'approcher ton écriture, d'approcher tes textes, de forcément avoir moins de place sur un morceau ou est-ce qu'en fin de compte, dans ton processus créatif, c'est vraiment assez équivalent à quand tu bosses en solo? Non, ça change absolument tout. Ok. Quand je suis tout seul, je vais aller dans mes feelings. Je passe en mode rappeur emo. Alors que quand je suis avec les autres, je m'amuse, quoi. Ok. Parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois, en fait, de faire d'écrire des couplets trop personnels sur des morceaux à plusieurs. Et en fait, à la fin, les trucs, ils cohabitent pas bien. Ok. Donc ouais, c'est vraiment le moment où c'est du fun, quoi, en fait. Donc ça change mais ça change les sujets abordés. Ouais, c'est ça. Donc peut-être plus plus d'humour. Plus d'ego trip. Ouais, c'est ça. Ok. Eh bien, écoute, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter à ta présentation et à ton parcours Est-ce qu'on passe aux questions de la boîte? Allons-y.
Et la première, je t'en prie, allonge-toi sur le divan. Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont mes faiblesses? Waouh, il y en a vraiment beaucoup, hein. Euh, je dirais la passivité. C'est quand même assez dur pour moi de passer à l'action. Mm-hmm. Il y a des fois où vraiment, genre, je dois sortir de ma tête pour transformer des pensées en actes. Heureusement, avec le temps, ça s'arrange, mais ça et le manque d'organisation aussi. Ok. Mon cerveau, il divague à longueur de journée. Je suis tout le temps en train de passer d'un truc à un autre sans vraiment faire le truc à fond. Donc, ouais, c'est ça, les organisations et les rythmes Ok. Mais peuvent donc, parfois être un petit peu compliqués. quand tu dis passivité, ouais, c'est de la procrastination où tu remets tout au lendemain, ou c'est même juste vraiment le fait de te mettre en mouvement qui est difficile? Ouais, c'est plus le truc de genre l'impulsion. Chez moi, c'est pas un truc hyper naturel. Ok. J'ai pas un truc d'impulsion où genre c'est facile de comment dire, avoir entre le moment où j'ai une idée et le moment où je peux en faire quelque chose, elle doit rester coincée dans ma tête pendant plusieurs semaines avant que j'arrive à en faire quelque chose. Mhm. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas facile pour moi d'être en mode d'être sûr que je peux faire ça comme ça à tel moment aussi rapidement et tout. Et ouais, plus ou moins ça. La question, c'est les faiblesses. C'est ça, ouais. Quelles sont tes faiblesses? Mes faiblesses. J'ai les os poreux. Ok. Non, c'est pas vrai. Euh, Ça pourrait en être une, effectivement. pour être une faiblesse sur ma fiche perso. Alors, es-tu sensible? Oui. T'as utilisé le terme émo pour... Ouais. Sensible après. Sensible à quoi? Sensible comment? Ça, tu vois. C'est à toi d'interpréter la question. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, pour revenir au terme émo, que je t'ai pas vu utiliser toi, Moi, je l'ai pas sauf utilisé. sauf là maintenant, mais que j'ai déjà vu utiliser effectivement pour décrire ta musique. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui faisait un peu partie de ta culture avant et de tes références, toute cette culture, la culture emo du hardcore, puis du punk rock et même ensuite du rap, où finalement c'est plutôt un truc que tu t'es approprié parce on t'a collé cette étiquette? Bah, j'ai pas cette culture-là. Comment ça me tient pas d'il y a très très longtemps. Et donc je l'avais pas. J'aurais jamais utilisé ces mots-là pour me décrire. Donc ça me fait rire de l'utiliser. Mhm. Mais mais en vrai, je comprends grave pourquoi. Et je me suis quand même, sur les 4-5 dernières années, quand même intéressé à pas mal de trucs qui peuvent être un petit peu considérés comme des trucs un peu émo, quoi. Des trucs de post-punk, des trucs Mhm. de rock ambiant, des trucs de rock gothique, et des trucs tout simplement de musique un peu plus facile à écouter en termes de confort, on va dire. C'est-à-dire? Bah en fait, il y a juste un moment où genre écouter du rap, ça me tapait trop sur la tête. Ok. Écouter des trucs avec des gros kicks et des gros snares et des trucs mal mixés, il y a un moment genre physiquement, j'y arrivais plus. Ok. J'écoutais genre une demi-heure de ça et puis j'arrivais plus. Donc du coup, j'ai dû vraiment faire un effort d'aller chercher des trucs un peu plus faciles à écouter. Et c'est passé par les trucs d'ambient, Mhm. euh, Cocteau Twins, des BO d'animés, des BO de jeux vidéo. Et, euh, et donc, du coup, ouais, j'imagine que ça fait partie aussi de la sensibilité, Mhm. où vraiment, genre, juste la manière dont j'étais réceptif à certaines choses, elles ont pas mal changé. Et j'étais beaucoup plus réceptif à des trucs auxquels j'étais pas réceptif avant. Et en vrai, en vrai, c'était hyper bien. C'était comme découvrir une nouvelle facette de soi, découvrir un nouveau monde et tout. Et ça m'a beaucoup aidé pour faire de la musique, en fait. Oui, bien sûr. Parce que j'aime bien ce truc de faire infuser plein de trucs. Donc du coup, ouais, homme sensible. Homme sensible. Homme soja, homme sensible. Parce que du coup, ouais, on a parlé un peu de ta découverte du rap et de ce qui t'avait marqué lorsque t'avais découvert le rap. Mais en même temps, t'es arrivé avec une très belle veste pimpée aux couleurs de Transylvanian Hunger de Ouais. Dark Throne, donc album culte s'il en est de black metal. Mais donc ton parcours musical, ça a vraiment été bousillé de rap, à n'écouter que du rap pendant un moment. Et donc, comme tu disais, plus récemment à t'ouvrir à autre chose, ou quand même, dès le départ, t'étais ouvert à plein d'autres trucs et t'écoutais d'autres choses que du rap. Bah,
comme je disais tantôt avec le skate, dans les vidéos de skate, il y avait vraiment tout. Oui, aussi, c'est vrai, oui. Et donc j'avais accès à des trucs, j'ai entendu beaucoup de punk dans les vidéos de skate. Et donc c'est un truc où j'allais aussi à des soirées de punk à Namur quand j'étais plus petit. Mais c'est pas des trucs que j'écoutais consciemment. C'est pas des trucs que je mettais dans mes écouteurs, mais c'est des trucs que je savais que j'allais y être exposé. Et j'aimais bien ça. Et comment. Mais j'ai vraiment. La plupart des années 2010, j'ai vraiment écouté beaucoup de rap. Et puis il y a un moment où, ouais, je sais plus à quel moment, je pense que c'est peut-être 2017, 2018, j'avais envie d'écouter d'autres trucs. Et j'ai commencé à chercher dans les trucs de musique électronique, des trucs qui me plaisaient. Et il y a eu grosso modo la techno de Détroit, Underground Resistance, Drexia, Doppler Effect, tout ça. Et la ghetto et le juke footwork. Oula, alors la ghetto et la juke footwork. La ghetto tech. Ok, je connais, pour le coup, je ne connais ni l'un ni l'autre. C'est des styles de musique, en fait, c'est l'équivalent rap de la musique électronique aux États-Unis. C'est la musique faite par des Afro-Américains pour s'amuser le week-end, pour faire la fête, quoi. Et c'est une musique très rapide, très salace, qui parle beaucoup de sexe. C'est les refrains, ça parle de se défoncer, de baiser. C'est assez redondant, assez, comment dire, ignorant, on va dire. Et en fait, ouais, c'est avec ça où... c'est à ce moment-là vraiment où je me suis dit j'ai envie d'écouter d'autres trucs que du rap parce que j'en avais marre d'écouter Two Six Mafia tout le temps. Et donc ouais, et puis de là je me suis dit ah bah tiens ça, mais en fait j'aime bien tel truc de rock et mon père il écoutait les Stone Roses et Joy Division, donc j'ai aussi envie de réécouter ça. Et donc et puis de là en fait tu déroules le fil et t'arrives à peu près partout en fait. Ouais. Et, alors, et la juke footwork, qu'est-ce que c'est du coup? La footwork, c'est un style de musique qui vient de Chicago. Le représentant de ça, le mec le plus connu de ça, c'est DJ Rashad, qui est décédé, ça me dit quelque chose, ouais. Et c'est une musique qui va assez vite et qui est vraiment basée sur les infrabasses. Et comment? Ouais, je vais pas faire les rythmes à la bouche ici, mais comment? Non, mais par exemple, si on devait avoir un morceau pour aller découvrir la ghetto techno et un morceau pour découvrir la footwork, qu'est-ce que ce serait? Attends, je vais voir dans mon téléphone parce que j'ai une mémoire infâme. Footwork, Footwork, tout l'album Double Cup de DJ Rashad. C'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Et Ghetto Tech, je dirais DJ Slogo. Et ouais, c'est des trucs. Il y a plein de compiles, il y a plein de trucs sur YouTube. Il y a plein de vidéos de mecs qui dansent aussi qui sont cool. Bien sûr, ouais. Et ouais. Alors, je remarque un truc, quelque chose d'intéressant, c'est que tu dis que ton ouverture, le moment où tu es allé, on va dire, consciemment chercher d'autres musiques, tu le dates à peu près 2016, 2017, 2018. Ton premier projet sort en 2016. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec le fait de rapper aussi, d'être fatigué d'écouter tout le temps du rap et tout le... Ouais, voilà. Ouais, en vrai, vraiment, ouais. Ok. Il y a vraiment des moments où, genre, quand j'ai trop la tête dans faire du rap, j'arrive pas à écouter du rap. Et donc, mais j'ai envie d'écouter de la musique, donc il faut que j'écoute d'autres trucs, quoi. Et mais donc, ouais, si, clairement. C'est un peu... Ouais, c'est un peu une malédiction, quoi. Façon de parler, quand tu fais un truc à la fin, c'est un petit peu impossible d'écouter un morceau sans se dire oh, j'aime trop comment la snare elle sonne, et à se projeter soi-même, à piquer des idées à gauche à droite et tout. Et ouais, c'est des pensées parasites, on va dire, mais donc du coup, ouais, il y a des moments. Mais enfin, le truc, c'est qu'au final, tu finis par transposer ça sur tout et n'importe quoi, en fait. Bien sûr. Après, tu vas écouter d'autres styles de musique, tu vas te faire les mêmes réflexions, tu vas regarder un film, tu vas te faire les mêmes réflexions. C'est juste que le rap, c'est un peu fatigant d'écouter du rap tout le temps. Je pense que tous les styles de musique sont fatigants à écouter tout le temps. Hein. C'est vrai. Il y en a 2-3 qui doivent quand même être plus faciles que d'autres. Oui, je pense que l'ambiance, effectivement... Ouais. J'aime bien Dark Throne, mais je préfère écouter les BO de Final Fantasy si je dois écouter ça pendant plusieurs heures. Ouais, je pense à un groupe comme Dead Can Dance, ça doit effectivement être un peu plus facile à écouter pendant des heures et des heures que n'importe quel groupe de BM ou Class 36 Mafia. Et alors, dernière question avant d'en retirer une, mais par rapport à cet univers vaste musicalement, t'empruntes beaucoup aux autres genres de musique que t'écoutes pour faire tes prods? Ouais, énormément. Surtout dans les mélodies, dans les choix des sonorités, les trucs comme ça et tout, mais ouais, le choix des samples, j'arrive quasiment tout le temps avec des références
que ça soit pour moi ou pour bosser avec d'autres personnes. Parce que tu prods pour d'autres artistes du coup. Non, quand je dis avec d'autres personnes, c'est plus genre quand je vais être avec d'autres personnes qui font des prods en studio. Ok, ouais. Où j'arrive avec soit des samples, soit des idées de morceaux, soit juste des envies. Mais c'est assez souvent dans d'autres trucs que du rap, quoi. D'accord. Alors ce serait quoi le truc que t'es le plus fier d'avoir samplé? Le truc que je suis le plus fier d'avoir samplé. Waouh. Je crois que c'est la musique de jeux vidéo en vrai. Ok. La plupart des trucs de musique de jeux vidéo, genre le sample de Deadly Premonition sur mon premier projet, il est hyper beau, je l'aime trop. Et parce que c'est un peu c'est un peu le truc le plus confortable pour moi possible, quoi. Vraiment la musique de jeux vidéo japonais, des samples de Silent Hill, des samples de Resident Evil, des trucs comme ça. Ça c'est vraiment, enfin fier. Je sais pas si je suis vraiment fier parce que c'est pas des samples très compliqués à trouver. Mais c'est des trucs que je m'y retrouve à 100%, quoi. Oui, voilà, c'était plus dans ce sens-là que je l'entendais, effectivement, mais et pas dans le côté j'ai trouvé le truc que personne d'autre allait trouver. Non, ça, moi, j'en ai rien à foutre. Mais justement, toujours dans cette idée de faire des références et donc de rendre hommage et de continuer à faire vivre, où t'étais le plus satisfait d'avoir rendu hommage. Ouais, je dirais ça. Et le sample de Berserk aussi. J'étais dans un sample de Berserk. En fait, juste, il était facile à trouver, mais en fait, plein de gens aiment ce morceau, donc en fait, il a touché énormément de gens. Enfin, les gens qui étaient fans de ce truc, qui étaient fans de Berserk, on adhérait. Ouais, c'est ça. On en a beaucoup parlé. J'étais en mode, c'est cool, en fait. Tu leur montres des trucs qu'ils connaissent déjà, et en fait, ils kiffent de ouf. Si tu devais disparaître et changer d'identité, que ferais-tu? Que ferais-je? Je serais détective privé à Chicago. Oh! J'essaierais de vivre dans une série policière, mais sans être policier. Ok, un film noir. Ouais, c'est ça, un trou détective, résoudre des mystères, faire des cartes sur les murs. Ça a l'air génial. J'aurais une vraie raison de mettre des trench coats. Qu'est-ce qui te donne envie Quelles sont tes références qui te donnent envie de devenir détective privé? Twin Peaks en premier, on va dire. Ouais, Twin Peaks, True Detective, The Chaser, qui est un film coréen. Ah oui. Ouais, et puis l'atmosphère policier, quoi. Juste le truc un peu mystère, le truc un peu jeu de piste, avoir un truc à résoudre. Ça a l'air trop bien. Et pourquoi Chicago plus que, je sais pas, Los Angeles ou la Nouvelle-Orléans, qui doivent être des villes sympathiques aussi pour être détective privé? Non, j'ai dit Chicago comme ça, mais en vrai, à peu près n'importe quelle ville des États-Unis, ça m'irait. Elles ont toutes un truc différent. En vrai, en vrai, si je devais vraiment choisir, ce serait soit New York, soit Los Angeles. Mais et le Los Angeles, le Los Angeles d'Hollywood plus que le Los Angeles, le Los Angeles de Mulholland Drive, quoi. Ouais. Pas le Los Angeles des plages et pas Los Angeles de GTA, on va dire. Ok. Bah. C'est vrai qu'il est pas si différent. Oui, et puis après, je trouve que ça dépend de à quel GTA tu fais référence. Ouais, je pense au 5, quoi. Au 5, ouais. Je trouve qu'en surface, il est très le Los Angeles des plages. Et qu'en profondeur, il y a des petites quêtes annexes et des petites missions qui, justement, évoquent Ouais, c'est vrai. Notamment la mission annexe où tu dois retrouver tous les bouts d'une lettre d'une actrice qui s'est suicidée suite à un... Ouais, j'ai tendance à faire mes jeux à 100% quand je les lance. Donc, et il y a une quête annexe où tu dois retrouver tous les bouts de lettres, et quand t'as la lettre complète, tu découvres que c'est une actrice c'est une histoire sordide, hein, qui s'est fait abuser par un producteur et qui du coup s'est suicidée. Et donc la fin de la mission, c'est tu vas fumer le producteur chez lui. Ok. Et donc je trouve que le GTA V, justement, en surface, il n'est pas du tout cet Hollywood mystérieux de Mulholland Drive ou de Chinatown ou ce genre de choses, mais ou de Under the Silver Lake. Ouais, j'allais dire Under the Silver Lake, c'est vraiment exactement ça, quoi. Le truc hyper la fourmilière, en fait, c'est ça que j'aime trop. Tu vois, les trucs cachés, ou même, je sais pas, tu vois, là, une version new-yorkaise de Da Vinci Code, tu vois. Tu vas chercher des secrets à des endroits, le jeu de piste, le machin, genre, je sais pas, ça a l'air... c'est le truc de confort ultime quand je regarde des films, donc j'essaie de transposer ça. Ah, si tu devais changer de vie... Ouais, je me dis, ça doit être amusant, ouais.
Je pourrais fumer des cigares. C'est ça, et oui, il faut fumer. Il faut fumer pour faire ça. Il faudrait que je recommence à fumer. Ouais. Je suis pas sûr que tu puisses être détective privé sans fumer. Non. Faut fumer, boire des litres de café, avoir un beau trench coat. Avoir une alimentation douteuse. Des double cheese. Je sais pas si t'as. Est-ce que t'as vu un film qui s'appelle The Long Goodbye? Non. Qui est pareil, film de détective privé. Je crois que c'est à Los Angeles, même si la ville a pas trop d'importance. Ok. Et c'est énorme loser désabusé qui est constamment en train de fumer à l'écran. C'est vraiment, si t'aimes cette ambiance, regarde-le. Ça va beaucoup te plaire, je pense. Trop bien. Quand tu étais enfant, quelle chose pensais-tu être géniale dans le fait d'être adulte? Et en fait, non. Waouh. Alors là, est-ce que je me suis déjà fait cette réflexion une fois? J'en suis même pas sûr. Je savais que le travail, ça allait être de la merde, donc pas la carrière professionnelle. Je sais pas. Hein. En vrai, je pense pas m'être fait cette réflexion. Je pense pas m'être dit j'ai envie de grandir pour ça. Enfin, un truc qui soit pas un truc de gamin de 5 ans, tu vois. Non, je crois pas m'être fait cette réflexion. Et puis moi, j'aime assez bien la vie d'adulte. Mm-hmm. Je pense que je suis plus... Enfin, je sais pas, la vie, elle est de plus en plus claire, on va dire. Et donc, du coup, genre, c'est peut-être même plutôt l'inverse. Il y a des trucs que je pensais qu'elle allait être nuls et en fait, ça va, ils sont cool, quoi. Ok, du genre? Bah, genre, je pensais que t'allais plus pouvoir, plus pouvoir t'amuser, quoi. Mm-hmm. Tu vois, j'avais un peu cette scission de genre, le monde des enfants, il est fun et le monde des adultes, il est chiant. Truc débile de gamin, mais en vrai... en vrai, genre, c'est pas le cas, quoi. J'ai l'impression de prendre plus de fun maintenant que... Enfin, j'ai l'impression de profiter de tout, en fait. Ok. Quand j'étais petit, les trucs chiants, ils étaient chiants. Et maintenant, il y a des trucs que je trouvais chiants que je trouve cool aujourd'hui. Ok. Genre ranger, me balader. Genre, quand j'étais petit, je m'en foutais. Et aujourd'hui, je trouve ça trop bien, tu vois. Ouais, je vois ce que tu... Je vois ce que tu veux dire. Même si je pense que... Moi, je continue de trouver que le monde adulte pue la merde et que... Ah ouais? Ah ouais. Et que justement, il faut réussir à... Bah, tu te rends compte, tu vois plus les trucs qui sont nuls. Il y a plein de trucs qui sont nuls dont t'as pas conscience quand t'es petit. Mais on fait quand même en sorte de passer les bons moments, donc ça va. Es-tu rancunier? Alors vraiment pas du tout. Mais vraiment absolument pas. Je crois que j'ai de la rancune pour une personne. D'accord. De toute ma vie. Une seule personne. D'accord. Et c'est pas non plus un truc de malade. C'est juste genre... Il y a une personne à qui j'en veux, mais sinon j'ai tendance à être... je dirais pas à pardonner, mais à pas nourrir de trucs. On va dire quand il y a quelqu'un qui fait un truc qui va me saouler ou quand je vais me rendre compte que quelqu'un est... Ouais, soit de quelqu'un de pas cool, soit de quelqu'un avec qui j'ai pas envie de traîner, j'ai assez facile à m'en détacher. Ok. Et donc du coup, je vais pas nourrir de trucs à l'intérieur de moi, de rage ou d'envie de me venger par rapport à ces trucs-là, quoi. Enfin, en tout cas, pas rancunier par rapport à un rapport de personne à personne. J'ai assez facile à... Comment ça? Parce que donc il y a des rapports où tu pourrais être... Non, mais genre, tu vois, genre rancunier envers quelqu'un, quoi. Ouais. Tu vois, il y a des trucs qui peuvent me foutre le seum et ça peut durer très très longtemps, mais pas dans des rapports personnels que je vais avoir avec les gens que je côtoie. D'accord. Tu vois, ça va peut-être être avec un truc, le système d'une chose, ou alors avec un patron, ou avec un truc comme ça et tout, mais pas avec un pote qui m'aurait fait un coup bizarre, tu vois. C'est genre ça, je sais pas, j'arrive à me dire, bon, bah, tant pis, c'est comme arrive, ça. Ouais, c'est ça. Et pas excuser, mais à rationaliser, quoi. À me dire, bon, bah, tant pis, cette personne, elle a fait ça, voilà, bah, on traîne plus ensemble. Ça va. J'ai pas une liste d'ennemis de têtes à abattre, quoi. Okay. Il y a des têtes à abattre, mais c'est pas mes potes. C'est pas mes ex-potes. C'est pas tes ex-potes, ouais. Mais ouais, donc t'acceptes assez facilement les excuses. Ouais, c'est ça. Et je fais pas, tu vois, je fais pas grossir la boule dans mon ventre, on va dire. Qu'est-ce que tu aimes le plus physiquement chez toi? Mes cheveux. On est ensemble. Ma copine est coiffeuse, donc elle m'a vraiment appris à en prendre soin. À en prendre soin et à cultiver juste à aimer ses cheveux, quoi. Ok. Et donc du coup, ouais, j'aime trop. J'ai l'impression que là, je pourrais changer à peu près tout chez moi. Ça pourrait. Je voudrais juste garder mes cheveux. Ok. Et comment?
Et j'ai appris à m'accepter aussi physiquement. Tu vois, genre, comment. Donc en fait, je sais pas. Et alors, j'aime bien mon corps, c'est mon corps, il est comme ça, tu vois. Alors de chevelu à chevelu, quelle est ta hair routine? Pour le moment, je suis en mode cheveux gras. Ok. J'aime bien les cheveux gras pour le moment. Je les laisse bien graisser là, puis je les mets un peu en arrière. Sinon, brossage et shampoing. Deux shampoings. Deux shampoings consécutifs, une ou deux fois par semaine. Bien les brosser, puis c'est bon. Hein. T'as pas de produit miracle, non, de l'huile de coco, de l'aloe vera C'est le séchage des cheveux qui fait beaucoup en fait. Ah, alors comment tu te sèches les cheveux? Avec un sèche-cheveux. Ok. Tout simplement. En te brossant les cheveux. Ouais, c'est ça, sèche-cheveux, brosse. Brushing en fait. Je me fais des brushing. Tu fais des brushing. Exactement. Bah écoute, on revient un peu à la question précédente sur la rancune, mais toi-même, t'excuses-tu facilement? Ouais. Ouais. Oui. Oui, facile. Peut-être même un peu tendance des fois à m'excuser pour des trucs. Tu vois, moi, imaginer que ça a fait chier telle ou telle personne, alors qu'en fait, pas tant que ça, tu vois. Mais c'est plus un truc pour me rassurer, je crois. J'ai pas vraiment envie de m'excuser, j'ai juste besoin de savoir que la personne a pas trouvé ça chiant. Et donc, j'ai tendance à, tu vois, à aller, je sais pas, à mettre les choses au clair, tu vois. Mais ouais, oui, assez facilement. Je t'ai retourné aucune question jusqu'à maintenant. Bon, t'inquiète, hein, rien n'est obligatoire. Y a-t-il un point commun à tes amis? La drogue. C'est tous des cas sociaux avec des problèmes d'addiction. Non, j'exagère, mais ouais, en vrai, un petit peu. Je me suis déjà fait la réflexion. Genre, vraiment, je sais pas, mes potes, c'est un petit peu tous des gens un peu inadaptés ou avec des parcours un peu cabossés, quoi. Ou alors des gens, je sais pas, qui aiment pas sortir de chez eux. Ouais, c'est ça, c'est soit des drogués, soit des nerds. Ok. L'un ou l'autre. Mais ouais, je suis pas très, comment dire, je suis pas très doué ni calculateur pour comprendre un petit peu comment se faire des amis, comment se faire des contacts ou les trucs comme ça, quoi. C'est les trucs s'imposent un petit peu d'eux-mêmes, quoi, on va dire. Et j'ai plus tendance à traîner avec des gens qui me ressemblent pas, mais avec qui je passe des bons moments, que de vouloir m'affilier avec des semblables, on va dire. Ok. La mort te fait-elle peur? Ouais, arrête de fou. Hein. J'ai toujours pas accepté, je crois. Ah ouais? Ouais. Ok. J'ai toujours pas accepté. C'est vraiment. Je dois faire attention à pas trop y penser, quoi. Sinon, je peux vite doumer. Mais ouais, je dois vraiment faire attention à pas trop y penser. J'espère un jour. J'espère vraiment un jour faire le deuil de ça. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Ok. Je crois que j'ai pas fait assez de trucs bien dans ma vie, en fait, pour accepter ça. J'ai pas fait tous les trucs que j'aimerais faire. Et du coup, vraiment, ça peut tourner beaucoup. En fait, j'ai l'impression que cette question-là, elle est sous-jacente dans tous les aspects de ma vie. Quasiment tout le temps, en fait. Je ne veux pas faire des trucs de philosophie à 2 balles, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Je sais pas, c'est toujours un peu caché derrière, là. C'est toujours un peu enfoui dans un coin. J'aimerais trop être en paix et me dire je m'en fous de crever, mais en fait, non, quoi. Je me rassure en me disant je vais faire des morceaux où je sample Berserk pour que si je meurs, ben, au moins il reste ça, quoi. Mais donc, ouais, ce qui te fait peur, c'est pas forcément l'après ou, le moment où ça arrive, mais c'est plutôt à ne pas avoir laissé suffisamment de choses, à ne pas avoir fait suffisamment de choses au moment où ça arrive. Bah, c'est tout, en fait. Enfin, j'ai aussi très très peur de mourir lentement sur un lit d'hôpital. Ok. Ça, c'est vraiment une grande peur. Ouais, et aussi le truc, genre, je sais pas comment dire, j'arrive pas à me faire à l'idée de pas exister. Tu vois, je suis en mode genre. Et puis, et juste la fatalité du truc, quoi, tu vois. Le côté, genre, je sais pas, j'ai envie d'être là encore dans 400 ans pour voir comment les choses elles évoluent et tout, tu vois, mais je sais pas, genre, je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à l'accepter. J'arrive pas à l'accepter, genre, quand j'étais petit, je me l'expliquais pas comme ça, mais genre le transhumanisme pour moi c'était genre un truc génial, tu vois. J'étais en mode genre putain, moi j'ai envie d'être un cyborg et qu'on mette mon cerveau dans un robot. Dans un ordinateur, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, et qu'on puisse remplacer mon bras le jour où il est cassé. Et ouais. La mort. La mort. Est-ce que la vieillesse te fait peur? Ouais, aussi, ouais. Enfin, non, pas la vieillesse, mais mal vieillir plutôt. Ok. Ouais. La dégénérescence mentale, les problèmes de santé qui peuvent s'installer, tout ça, c'est des trucs qui font
qui font stresser, quoi. Après, faut faire en sorte que... Faut limiter les dégâts, quoi. Faut pas prendre trop de drogue. Ouais, ça va. Si l'argent n'avait aucune importance, que ferais-tu de ta vie? Ouais, la même chose, hein. Ouais, la même chose. Juste, je me prendrais un petit peu moins la tête à faire de l'argent pour payer les factures, quoi. Donc, je ferais la même chose, mais avec moins de stress. Parce que pour l'instant, tu vis de ta musique Pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Pas du tout organiser ma vie autour de gagner de l'argent pour de la musique. J'ai gagné ma vie autrement. Comment. Mais ouais, non, je ferais exactement la même chose. Juste, j'aurais une plus grande maison, plus d'espace pour faire ce que je veux. Je pourrais essayer plein de trucs que j'ai envie d'essayer sans me poser la question. Du coup, est-ce que t'en profiterais pas pour organiser ta vie autour de la musique? Bah non, je crois que justement, j'aurais envie de faire blinder vraiment beaucoup de trucs, quoi. Ok. J'aurais envie d'essayer plein de trucs, tous les trucs artistiques qui vont les uns avec les autres, je pense. J'ai super envie d'apprendre à faire des fringues. Enfin, j'ai toujours envie d'apprendre à faire un milliard de trucs, quoi. J'ai envie d'apprendre à faire des bijoux, j'ai envie d'apprendre à faire des meubles, j'ai envie d'apprendre à faire des fringues. Parce que tout est c'est hyper facile de placer les trucs les uns à côté des autres. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, quoi. Avoir vraiment créer être game designer, quoi, tu vois. Ok, ouais. Alors, mettre la musique et mettre les décors et mettre le loot et, tu vois, choisir tous les trucs et qu'à la fin, ça soit beau, tu vois. Y a-t-il une chanson un peu honteuse que tu aimes écouter? Parlons plaisir coupable. Un truc vraiment honteux. Ah. Je pourrais dire que j'assume tout. En fait, c'est pas les chansons qui sont honteuses, je crois, c'est plus les personnes qui les font. Ouais. Il y a des fois où quand même t'écoutes des trucs, t'es en mode genre bon, je devrais pas écouter ça, mais je vais quand même le faire parce que je vais passer un moment fun. Ça va rester entre moi et moi. Il y a quand même quelques trucs. J'ai une fascination pour un morceau de Jason Voorhees qui s'appelle Massage à l'huile. Ok. Qui est vraiment répugnant. Mais c'est vraiment genre. C'est un storytelling de 3 couplets de Jason Voorhees qui explique qu'il va dans un salon de massage en Thaïlande pour se faire masser avec les sous-entendus de tourisme sexuel qui vont avec. Et il est vraiment genre, il fait des onomatopées, il explique tout dans les moindres détails. Il est vraiment répugnant. Mais c'est vraiment crade, ouais. C'est vraiment. Mais j'adore. En plus, j'adore montrer ce morceau aux gens qui le connaissent pas, parce qu'il y a un clip avec qui illustre ce qu'il peut illustrer. Et vraiment, c'est scandaleux. Mais c'est génial. Moi, je trouve ça. Tu sais, c'est les trucs où tu te dis genre, est-ce qu'il a fait exprès, est-ce qu'il a pas fait exprès? Genre, c'est un mystère, on ne saura jamais. C'est pas bien. Quand je le mets, ma copine, elle m'en veut. Mais je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. Je peux pas réécrire mon histoire. Ton plaisir coupable, c'est donc Massage à l'huile de Jason Voorhees. Exactement. Mais après, effectivement, je pense que si tu m'as dit hier que tu te mettais au black metal, ouais. Et que c'était parfois un peu compliqué aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr. Je connais pas encore tous les lores de tous les groupes que j'ai écoutés. Je sais lesquels sont un petit peu sketchy. Ouais, je sais lesquels sont vraiment. Enfin, il y en a qui sont très très connus pour être des grosses crapules. Bah ouais, ça m'empêche pas non plus d'écouter la musique et de prendre du plaisir, quoi. Mais voilà, plaisir coupable, pareil. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, celle-là, elle est très bien. Si tu pouvais réaliser un documentaire, sur quoi porterait-il? Waouh. Si je pouvais réaliser un documentaire, sur quoi porterait-il? Il y a plein de sujets qui m'intéressent, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont été faits. J'aime beaucoup les trucs sur les scènes musicales. Je crois que j'irais faire un docu sur une scène de rap que je kiffe, quoi. Peut-être sur... Bah, du coup, il existe un peu, mais il est un peu frustrant. Peut-être un truc sur Chief Keef. Ouais, il y a un documentaire sur... Bah, il y a un truc Noisy oui, sur Chicago, il y a un épisode sur Chief Keef. Alors ça, c'est du reportage, c'est pas du documentaire. Oui, c'est vrai. Mais comment? Mais ouais, un 1h30 de Chief Keef en studio, qui fait des morceaux et qui va manger des burgers avec ses potes, un peu sans fil rouge, ça, ce serait trop bien. Ce serait hyper bien. Ouais, sinon, j'aime bien les trucs sur les... Vraiment sur les... Tu vois le film des frères Zavdi,
Heaven Know What. Non. C'est un film sur des jeunes héroïnomanes à New York. Ok. Et c'est vraiment filmé en mode un peu comme un documentaire, quoi. Ok, c'est la caméra portée, on les suit de très près. Et le film a, comment dire, c'est genre 48 ou 72 heures qui se déroulent. Tu vois vraiment les journées qui se déroulent, comment dire, de manière naturelle et tout. Et ouais, un documentaire sur un truc comme ça, je trouverais ça super. Un vrai truc qui montre vraiment c'est quoi la vie d'un SDF, c'est quoi la vie de quelqu'un qui a tout perdu à cause de la drogue. Après c'est des sujets, faut bien les traiter. Oui. Faut pas faire de fétichisme, il faut pas faire de sensationnalisme. Mais ouais, je sais pas s'il y en a qui existent, mais un docu comme ça bien fait, ça serait vraiment super. Les frères Safdie, c'est ceux qu'on fait Uncut Gem, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tu choisirais quoi, toi, du coup? C'est une bonne question, ça. Sur quoi je ferais un... T'as pas une réponse pour toutes tes questions? Non, j'ai pas une... parce que toutes les questions n'ont pas été posées. Il y a encore des questions qui ne m'ont pas été posées. Celle-ci, j'ai dû y répondre une fois, mais ça devait faire très 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 longtemps. Je pense que oui, ce serait probablement un truc un peu musical aussi, genre sur une scène musicale ou sur un artiste. Je sais que je regarde de plus en plus de documentaires, mais d'un point de vue, on va dire, cinématographique, quoi, où vraiment, où je trouve que c'est un des genres les plus sous-estimés, alors que c'est un des plus riches, et c'est probablement le genre qui permet de faire le plus de choses. Et tu vois, je découvre un peu les films de Herzog là-dedans, où je trouve qu'il est vraiment... J'en ai vu aucun, Herzog. Il est vraiment trop fort. Genre Grizzly Man, là, celui qui vient de sortir sur le volcan, qui a l'air d'être une patate. Donc un truc un peu qu'est-ce que j'aimerais je pense aussi un truc un peu sur les gens les gens invisibles ou vas-y, tiens, comme c'est un truc que j'observe un peu. J'essaierai de faire un truc très long sur comment sur la gentrification d'un quartier. Ah ouais. Comment ça évolue et comment en fait les premiers gentrificateurs en fait ont, malgré leur tu vois, par exemple, je considère que je fais partie de ce genre de gens de par là où j'habite. Okay. Sont des gens qui ont en fait pas vraiment d'autres issues parce que quand t'as des personnes comme moi et mes colocs, où on est donc dans des domaines un peu créatifs, un peu artistes, on se retrouve à s'installer en Seine-Saint-Denis, dans un quartier très très populaire, juste à côté de logements sociaux et de cités. On fait partie de la gentrification, en fait. On participe à la gentrification, mais c'est parce que aussi on n'a pas tellement d'autres choix financièrement, parce qu'on pourrait pas habiter dans Paris. Et ensuite, il y a des gens qui arrivent. Donc ouais, je choisirais un quartier où c'est pas encore arrivé, mais où on sent que ça va arriver. Ah ouais. Et je poserai ma caméra pendant 10 ans. Et genre, tu vois, limite un truc où je choisis un commerce et tout se passe depuis l'extérieur. Enfin, on ne voit que ce qui se passe depuis l'extérieur de ce commerce. Genre, la caméra, elle se balade pas dans le quartier. Je pense que ça pourrait donner un objet cinématographiquement intéressant et qui renseignerait sur certains trucs. Ouais, je capte. Ouais, c'est des trucs aussi hyper fascinants, les docus sur des lieux ou les docus sur des villes. C'est aussi des trucs juste. Moi, j'aime bien juste avec ces trucs-là, c'est le dispositif de juste montrer des trucs, en fait. De pas se dire comment laisser les gens voir ce qu'ils ont envie de voir dans les trucs qu'on leur montre vraiment de manière pas neutre, mais de manière pure, j'allais dire pure, mais bon. Non, parce qu'il y a forcément un point de vue, oui, tu vois. Ça, la neutralité, c'est pas possible, mais ouais, faire un truc sans narration, sans voix off, c'est ça. on entend juste le bruit du quartier qui évolue. Ouais. Limite, en fait, faire un... Du coup, là, je mouline. Comment... Limite, faire un truc sans image, genre juste audio, de comment la gentrification impacte le bruit du quartier. Ah ouais.
la bande son du quartier elle évolue, quoi. Comment la bande son du quartier évolue à travers la gentrification. Je pense que ça peut être ça pourrait être ouais. ça pourrait être pas mal. Si tu pouvais poser une question à un habitant du monde du futur, laquelle serait-ce? Laquelle? Bah déjà, le fascisme, on est où? Ouais. On va commencer par là. C'est-à-dire qu'en ce moment, en plus... Ouais, c'est ça, genre, est-ce que c'est 80% ou est-ce que c'est 100% là? Ça. Est-ce que les gens écoutent toujours Chief Keef? Très important. Ou Lil B? Ouais, peut-être par rapport à ça, genre comment les œuvres d'art, elles évoluent. Mais après, ça dépend. Bon, j'en serais vraiment longtemps dans le futur, quoi. Genre, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce que de nous, on a connu? Qu'est-ce qui est toujours resté? Okay. Ou comment est-ce qu'ils ont... Je sais pas, c'est quoi leur point de vue sur comment on leur a parlé du 11 septembre, comment on leur a parlé des événements qui sont passés, comment on leur a vendu les cultures, comment est-ce qu'ils réagissent quand ils voient des photos de Young Thug en Margiela avec des piercings sur la gueule. Ouais, ça, ouais, un peu auto-centré, mais qu'est-ce qu'ils pensent de... Qu'est-ce qu'ils pensent et quels échos ils ont eu de notre monde à nous, quoi. Okay. Qu'est-ce qu'il en reste? Ouais. Mais effectivement, le fascisme, on peut espérer aussi que la réponse ce sera 0%. Ce serait bien. Qui diront, mais attends, toi t'as vécu à l'époque où il y a eu la deuxième montée. Vous avez branlé quoi en fait? Si tu pouvais rajouter une matière enseignée à l'école, laquelle serait-ce? Apprendre à faire des papiers. Hein. Ok. Apprendre à gérer les factures, apprendre à chercher du travail, apprendre à pas se faire baiser quand tu vas déposer un dossier à gauche et à droite. Parce que ça, c'est des trucs essentiels. Quand t'es jeté dans le vide, tu vas obligatoirement faire des erreurs. Et si on pouvait éviter le crash test par rapport à ça, je pense qu'on s'en sortirait tous mieux, quoi. Ça ou un truc artistique, quoi. Histoire de l'art. Même des trucs bas, même tu vois les cours d'histoire de l'art de base que t'as dans les écoles artistiques, genre les trucs d'architecture et tout, en vrai, c'est un truc super cool. S'il y avait ça vraiment tout le temps, ce serait bien. Hein. Oui, je pense plus, parce que je trouve que tout ce qui est administratif, en fait, c'est aussi beaucoup l'État qui devrait simplifier l'administratif et qui devrait même peut-être pas le simplifier, mais faire plus de pédagogie, quoi. Ça devrait pas être. Ouais. J'aime pas trop cette idée de l'école qui doit t'apprendre à devenir un adulte. Ah, ok. Mais après, ouais. Non, je peux capter. Mais moi, en tout cas, il y a vraiment énormément de choses où je me suis dit, tiens, si on m'avait juste un tout petit peu prévenu. Oui. Si on m'avait juste un tout petit peu, pas expliqué, mais prévenu, je me serais pas cassé les dents sur certains trucs. Oui, je peux comprendre aussi. À quel point le passé des gens excuse-t-il leur comportement pour toi? Bon, excuse, je pense que ça l'excuse pas. Hein. Ça l'explique, mais ça l'excuse pas, quoi. C'est la take basique là-dessus, je pense. Hein. Tu peux, comment dire... Enfin, les cas sont toujours hyper différents. Moi, je suis un peu ce genre de connard qui relativise tout le temps, tu vois, qui est tout le temps en train de dire, genre, ça dépend, un cas n'est pas l'autre, etc., etc. Mais par contre, on va pas... Enfin, comment dire... Ouais, on n'a jamais des bonnes excuses pour avoir des comportements qui craignent, quoi. Mais il n'y a aucune bonne excuse. Il y a des gens malheureusement, il y a des gens qui vivent des trucs horribles, qui reproduisent des trucs ou qui n'arrivent pas à sortir de comportements toxiques pour eux ou pour les autres et tout. Faut trouver des solutions sur le présent, quoi. Faut pas trouver pas trouver des excuses ou dire tu vois, ou faire des schémas, genre t'as vécu ça quand t'étais petit, du coup il va se passer ça, genre ouais, en tout cas ouais, ça l'excuse pas, ça c'est sûr et certain. Ça l'explique. Voilà. Quel est le plus beau compliment que l'on t'ait fait? Quand on me dit que je suis bien habillé, ça me fait toujours vraiment extrêmement plaisir. Parce que c'est un truc auquel je prête vraiment attention, donc ça me fait toujours hyper plaisir. Sinon, je suis assez peu réceptif aux compliments en général, quoi. Disons que je suis du genre à me dire que, je sais pas, c'est mon avis qui compte, c'est pas celui des autres. Ok. Donc quand les gens me disent genre oh, ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout, ça fait un peu plaisir, mais je les prends jamais pour acquis, quoi. Je m'en nourris pas. Sur ta musique notamment. Oui, c'est ça, sur la musique ou même sur d'autres trucs, tu vois. Mais ouais, j'essaye de
de me satisfaire moi-même en premier. Et je sais que si moi je suis satisfait, eh ben, si je suis OK avec, bah, ça va être le top. Je vais bien vivre avec. Et c'est vraiment juste ça qui m'intéresse au final, tu vois, c'est être à l'aise avec mes choix, être à l'aise avec qui je suis et tout. Et que si on me complimente, c'est un petit bonus, quoi. Ouais, ok. Mais c'est pas... Tu fais pas ça pour ça. Non, c'est ça. Ça a j'ai même plutôt tendance à pas trop savoir quoi dire et tout, être en mode merci. Mais bon. Et alors c'est vrai que vous partagez aussi ça avec CDC, ce goût pour les belles sapes, et puis les sapes de créateurs notamment. C'est venu en même temps que la découverte du rap et du skate, cet attrait pour la mode et pour les vêtements. L'attrait pour la mode, je sais pas d'où il vient. Il est là depuis toujours. Alors, vraiment, j'ai toujours aimé mettre des vêtements sur moi. J'ai toujours su ce que je voulais porter. Même quand j'étais tout petit, quand j'avais 7-8 ans, je voyais des images de Guile dans Street Fighter Alpha 3 et je voulais être habillé comme lui, quoi. Et donc du coup... il est quoi? Il est débardeur noir et débardeur blanc, pantalon treillis, quoi. Cargo militaire, les bottes et une coupe à... C'était un skin de militaire, hein, avec une coupe à la brosse et tout. Je sais pas, je le trouvais stylé, je voulais être habillé comme lui, tu vois. Et ouais, du coup, ça, je sais pas trop. Je me suis déjà posé la question, je sais pas trop d'où ça vient. Vraiment, en tout cas, il n'y a pas un avant et un après, quoi. D'accord. J'ai toujours été hyper attentif à ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours profité de ça. Mais juste, je me suis intéressé à la mode de créateur un peu plus. Enfin, je pensais que c'était un monde qui n'était pas pour moi, au vu des tarifs et des trucs comme ça et tout. Quand je me suis rendu compte que c'était possible, avec le marché de la seconde main, des trucs comme ça et tout, j'ai commencé à m'y intéresser et là, c'était. Là, c'était parti, quoi. Le vortex. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un milliard de trucs à apprendre, un milliard de trucs beaux à voir, un milliard de trucs à découvrir. Et puis, le fait de venir de Belgique aussi, ça m'a. Enfin, le fait qu'en fait, en Belgique, on est des gens hyper importants de la mode et qu'on m'en ait pas parlé, quand je l'ai découvert, j'avais à la fois un sentiment d'excitation parce que je me disais, genre, génial, c'est un monde qui s'ouvre à moi. Et à la fois, j'étais un sentiment de trahison, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'on m'a parlé de Stromae et de Jacques Brel pendant toute ma vie, qu'on m'a jamais parlé de Raph Simons et de Martin Margiela, quoi. Ok, qui viennent donc tous deux de Belgique. Ouais. D'accord. Ouais. Toi, t'aimes pas trop la mode, si j'ai bien compris. Enfin, pas que t'aimes pas, mais c'est un peu un truc auquel t'es... Ouais, bah, si, j'aime bien... J'ai quelques pièces que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'en fait, tout le délire créateur... je suis très basique dans ma façon de m'habiller et donc c'est effectivement un truc qui me touche pas de ouf, ça. Quoi. La sensibilité à ce niveau-là. Ouais. Et puis j'ai pas le temps en fait en fait je sais que ça pourrait m'attirer, mais je sais que j'ai pas le temps de suffisamment m'y intéresser. Pour que si j'avais le budget pour m'acheter des belles pièces, je fasse pas les mauvais choix. Et donc je me retrouve pas avec des pièces qui vont pas ensemble ou qui en fait sont un peu whack, alors que je suis en mode putain ça tue trop. Et donc je préfère être pas arriver en mode l'amateur qui fait des choix douteux sans s'en rendre compte. Exactement. Quoi. Donc je préfère être sur des gros basiques perfecto, bombardier, t-shirt Young Dolph, vêtements militaires, tu vois, très très utilitaire dans ma façon de me saper. Et puis jean régular sur paire de Timberland, ça me... Ton uniforme, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu... Mais après, je sais apprécier, j'aime toujours voir débarquer des mecs comme Sidi ou comme... je sais pas si tu connais Mathias, avec qui Sidi bosse en ce moment, je crois. Ouais, je vois. Que j'ai reçu dans le podcast. Je trouve toujours ça assez fascinant, en fait, de les voir et de voir comment ils accordent leurs fringues entre eux et comment ça rend trop bien. Mais sinon, ouais, c'est pas un truc auquel je... Mais j'essaie d'accorder un peu d'importance et de pas faire n'importe quoi quand je sors de chez moi. Tu fais pas des complets Célio, quoi. Non, quand même. Bah, c'est bien, c'est déjà... Oui, non mais... déjà une manière de faire, on va dire. Et tu vois, je pense que si j'avais vraiment beaucoup de thunes pour m'acheter des fringues, je pense que c'est aussi un peu un lien avec mon père. Je pense, tu vois, j'irais plus aux puces
pour chiner des costumes des années 40, 50, 60 Ah ouais. que d'aller et d'être dans cette mode justement un peu détective privé, un peu trench, un peu influence Humphrey Bogart, tout ça. Ok, je capte. Que des marques que des marques de designers où j'ai l'impression que c'est trop facile d'être de mauvais goût. Ouais. Le truc, ouais, c'est ça. Bah, le truc, c'est que genre, pour moi, le bon goût ou le mauvais goût, ça veut un peu rien dire, tu vois. C'est trop abstrait comme truc. Au bout d'un moment, tu te dis pas genre, enfin, tu sais les trucs que t'aimes bien, tu sais les trucs que t'aimes pas, mais tu te rends compte quand tu vois quand t'as vu un milliard de trucs, il y a pas de, enfin ouais, le mauvais goût, c'est ouais, le mauvais goût, c'est mettre un t-shirt avec une croix gammée, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est pas mettre un truc navy avec un truc bleu parce qu'en fait, ça va pas ensemble. Enfin, tu vois. Moi, j'aime pas, je le fais pas, mais je m'en fous quand quelqu'un le fait, tu vois. Et comment? Mais genre, ouais, je capte ce truc-là. Parce que même moi, tu sais, tu me donnes un budget limité, je vais pas chercher, que des trucs qui coûtent cher, tu vois. C'est aussi excitant d'avoir un truc à 3 euros Oui. de l'armée, tu vois, un petit peu défoncé. Ça fait aussi plaisir, ça fait aussi partie du plaisir, tu vois, de savoir aller voir un petit peu, tu vois, d'avoir un scanner large. Oui, en fait, je crois qu'il y a ça aussi qui fait que je me mets pas dedans, c'est que j'ai pas l'esprit chineur. Ah ouais. En fait, Ouais, ça tu fait vois, beaucoup, ça. aller dans des puces. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien les vêtements basiques, c'est que j'aime bien rentrer dans le magasin, savoir où est le rayon, savoir quel modèle je prends, le Ah prendre, ouais. payer, je me casse. Ah ouais. Et passer des heures et des heures dans des... Ce que je peux faire avec des vinyles, ça en revanche, ça me pose pas du tout de problème de passer Ouais. des heures et des heures dans des bacs de vinyle pour trouver la pièce rare, mais vraiment pour trouver des fringues, c'est un truc où j'ai l'impression de perdre du temps Ah ouais. personnellement, donc forcément bah j'ai Ah pas ouais. Moi, c'est mes instants détectives privés, là. Quand je ouais. fais les boutiques et que je trouve des trucs que tu t'attendais pas à trouver, tu tombes sur des pièces rares. En plus, des trucs un peu genre, comment dire, des trucs un petit peu, des trucs un peu cachés. Tu as des designers qui sont pas très très connus. Des fois, tu peux tomber sur des pièces vraiment à 4 euros Ok, ouais. parce que les gens savent pas ce qu'ils vendent et tout. Là, t'as vraiment l'impression d'être Indiana Jones, tu vois. Ouais. C'est vraiment une sensation de ouf, tu vois. Mais ouais. Le swag, Le swag. Dans quoi aimerais-tu être meilleur? faire de l'argent. Ok. Si je pouvais être meilleur à faire beaucoup d'argent, ce serait bien. Pour aller acheter Voilà, des c'est fringues ça. de design. Voilà, pour aller chez Enfants Riches Déprimés, acheter des ceintures à 2500 euros. Chez qui? Enfants Riches Déprimés. C'est une marque? Ouais, c'est une marque française. Ok. Ah ouais, non, si c'est basé en France, mais je sais plus, je crois le mec est suisse, un truc comme ça. D'accord. Ouais, le nom est. C'est de la mode punk Oh. refait en super cher, tu vois. Et c'est la mentalité de la marque de faire des trucs ultra chers. Moi, genre, je suis pas du tout accordé avec la mentale du truc, mais par contre, c'est un peu ma fascination du moment, les fringues. Et les 3-4 derniers défilés, là, ils sont abusés, ils sont trop bien. C'est Ok. vraiment hyper. Ouais, c'est des fringues hyper autoritaires, des ensembles en cuir, des vestes hyper longues, des épaules super carrées, des vêtements abîmés, mais exprès. Ou alors, ouais, des trucs un peu sur base de custom et tout. Bah après, du coup, moi, je m'en sers aussi comme source d'inspiration, quoi, tu vois. Là, je dis, j'ai envie d'aller là-bas, mais en vrai, je préfère m'acheter un truc qui ressemble et le custom moi-même, tu vois. Oui, bah Plus amusant, tu vois. c'est plus punk. Ouais, Ouais. justement, je crois que j'ai ça aussi un peu dans la mode. J'aime pas les. Mais parce que je connais pas le milieu, hein. Et je crois qu'il y a vraiment, ça, c'est vraiment un truc. C'est vraiment le rapport à l'argent qui biaise tout, en fait. Et ouais, et un truc, en fait, un peu un truc vautour. Ah ouais, ça Tu c'est vois, sûr. genre Balenciaga, quand ils utilisent les codes du black metal, et on me dit non, mais parce que le mec il écoute du black metal. Ouais, on l'a jamais vu en concert en fait. Il fait pas partie de la scène. Genre, Ah non, ça c'est sûr. et tout ce qui est. Mais il peut pas faire. Quand t'es à ce niveau-là dans les trucs de mode, tu peux pas faire partie de ça et être vraiment impliqué dans un autre truc, tu vois. Ouais, mais donc, du coup, je suis un peu reste dans ton milieu. Je suis un peu gatekeeper Ah ouais, pour ça, ouais. tu vois. Moi justement, je suis un peu le un-gatekeeper, tu vois. Moi j'aime bien ouvrir les portes. Ouais, qui Mais est-ce moi je fais pas d'oseille dessus aussi, donc c'est Oui, différent, c'est tu vois. ça. Et qui est-ce qui avait fait le sac Tati là, qui l'avait fait à 2000 balles? C'est peut-être Ouais, Louis Vuitton. ouais, je sais plus. Je me Mais rappelle pas ça. pareil, je trouve ça un peu Mais Louis Vuitton, scandaleux. c'est un peu des trucs de débile, je suis d'accord avec toi. Ouais, et Moi, c'est des trucs, c'est aussi ma limite, elle se trouve aussi là, tu vois, avec les trucs de maroquinerie, avec les trucs de daronne bourgeoise, les trucs d'apparat social en fait, tu vois. C'est aussi ça. Moi, j'aime trop les vêtements, donc il y a un moment où en fait tu vois les vêtements pour ce qu'ils sont, mais je suis un peu obligé de détacher l'industrie oui. du truc, tu vois. Évidemment, si je me dis genre, ah, cette paire, elle coûte 900 balles, elle devrait pas coûter 900 balles.
Enfin, moi, je sais que je vais pas les acheter, tu vois. Je vais pas mettre ce prix-là là-dedans, tu vois. Moi, j'ai passé ma vie à galérer, c'est pas pour. Enfin, galérer, façon de parler, tu vois. Mais c'est pas pour aller claquer des sommes sans réfléchir. C'est comme un gogol de rappeur, tu vois, qui veut s'acheter une montre à 50 000 euros alors que genre, son petit frère, il dort dans une piole de merde, tu vois. Okay. Alors, quelle est ta pièce préférée dans ton dressing? Mais il y a une pièce. Genre celle où vraiment t'étais Harrison Ford dans Indiana Jones quand tu l'as trouvé. Il y a une paire de. C'est une paire de bottes. En fait, c'est genre. C'est un peu la seule. En fait, c'est la pièce maintenant. Genre, j'ai l'impression que c'est une extension de moi-même. Genre, si vraiment elle disparaissait, je serais. Si je perdais toutes mes sapes, que je gardais que ça, je pourrais reconstruire tout un truc autour. Alors que si je les perdais, je pourrais pas les retrouver aussi facilement. C'est des bottes Calvin Klein, qui ont une forme de Santiago. Donc très pointues. Mais sans les détails de Santiago, tu vois, elle est vraiment plain et elle est en plastique. Donc celle avec avec lesquelles tu es venu aujourd'hui. Là, celle-là, c'est en noir, mais je les ai dans d'autres couleurs aussi. Ok. Et les premières que j'ai trouvées, c'était des oranges. Et je les ai vraiment eu à un prix débile. Je les ai eu à 30 balles, je crois. Et c'est des Calvin Klein de quand Raf Simons était chez Calvin Klein. Et les collections, là, elles sont particulièrement bien parce que c'est un Belge qui réinterprète la culture américaine vue de loin. Et donc, c'est vraiment l'écho du truc. Et les collections là, moi, elles me fascinent. Et donc, du coup, j'étais trop content de trouver ça à un prix absurde. Et puis, la paire, elle est trop belle, quoi. Elle est débile, quoi. Je peux la regarder des heures. Je prends toujours du plaisir. Donc ça, ouais, c'est vraiment. Ouais. C'est dur d'en choisir qu'une. Mais si vraiment je devais en choisir qu'une, je garderais celle-là. Et si, allez, on va dire un top 3, donc t'en as 2 de plus. J'ai un pull Versace que j'adore aussi. Un pull noir en laine, zippé, avec une capuche, avec écrit Versace en gothique en rouge. Qui commence sur la manche, qui passe sur le torse et jusqu'à l'autre manche. Et c'est parce que c'est la première pièce de créateur que je me suis payé. J'ai eu pour pas cher, mais c'est le premier truc un peu waouh que je m'achetais. Et donc, du coup, ouais, ça, c'est la tâche par rapport à ça. Et une autre, je sais pas. Une deuxième paire de bottes Calvin Klein, mais une autre couleur. J'en sécurise 2. T'en sécurises 2, comme ça, tu peux redémarrer. Voilà, c'est ça. Après, c'est bon, je peux acheter des cargos à 3 euros. Et hier, ton outfit sur scène était très élégant pour le coup, avec une très belle veste, une petite cravate fine. C'est un truc que tu travailles aussi beaucoup, ton apparence sur scène, on va dire comme une matérialisation de ta musique, où tu réfléchis pas forcément. Comme dans la vie de tous les jours, tu cherches à te trouver bien et bien sapé, et tu montes sur scène comme ça. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est que moi, je me sente aligné avec ce que je renvoie au moment où je le fais. Tu vois, genre, j'aurais pu faire plein d'autres trucs, enfin, tu vois, mais je sais pas, j'avais envie de faire ça, quoi, tu vois. J'avais envie de mettre ça avec un short avec des bottes d'équitation, et puis, je sais pas, c'était mon inspi du moment. Et ouais, j'ai quand même envie de toujours, évidemment, j'ai envie de faire un truc un peu marquant, tu vois. Bien sûr. J'adore, moi, j'adore un jean, un t-shirt noir, tu vois, les trucs comme ça, les trucs basiques et tout, je trouve ça super cool, tu vois. Mais il y a quand même des fois, t'as envie d'être une image, tu vois. Oui. T'as envie d'être Alucard dans Castlevania, tu vois. T'as envie que les gens se rappellent de ton skin. Et donc, du coup, c'est les moments parfaits pour faire ça, quoi. Écoute, on va continuer un peu la conversation. Plutôt être à la mode ou avoir du style? Oh bah, avoir du style, évidemment. Être à la mode, c'est pour... Enfin, tu vois, ça veut tout et rien dire, quoi. Être à la mode, c'est pour les darons qui lisent le Elle Magazine, en fait, tu vois. Qui se disent, c'est les tendances de cette année, c'est le marron et le vert pistache et cette paire de New Balance que je dois porter avec un baggy jean. Bah, ça veut un peu, tu vois, pour moi, comment dire, c'est l'inverse de se fringuer, en fait, faire ça. Tu vois, pour moi, c'est genre, en fait, c'est un non-choix. Tu vois, genre, vraiment, genre, quand tu suis que les trends, c'est hyper bien de suivre les modes. Moi, je comprends grave que les gens fassent ça. C'est super facile à faire. Tu te sens appartenir à un truc et tout. C'est cool, tu vois. Je shame absolument pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens ils font des choix, tu vois. Et donc, en fait, quand tu fais que suivre des modes et suivre des trucs, il y a un moment où tu fais des non-choix. Eh bah. Tu vois, j'étais totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Et il y a un
Il y a un épisode qui m'a fait un peu changer d'avis, c'est celui avec Raz. Je sais pas si tu vois qui sont Dany et Raz, je vois très bien, ouais. de streamers. Et où il disait que pour lui, en fait, avoir du style, c'était quand même de correspondre à une mode. Ouais. Mais ouais, du coup, c'était la suite de mon raisonnement par rapport à ça, c'est que, par contre, il y a un truc hyper important, mais moi, j'explique pas dans ces termes-là, mais c'est plus que il faut comprendre c'est quoi l'état d'esprit au moment où tu fais le truc pour pouvoir correspondre à quelque chose enfin, pour fitter avec l'état d'esprit du moment. C'est hyper important de comprendre c'est quoi c'est quoi les enjeux du moment, c'est quoi les thématiques sur lesquelles les gens se questionnent pour pouvoir fitter avec ce truc-là, quoi. Okay. On se rappelle tu vois, du style des gens à Londres dans les années 60, dans les années 70. On se rappelle de ça parce que c'est les années 70 et parce que c'était marrant, parce que ça avait du sens à ce moment-là par rapport à plein d'autres trucs, tu vois. Et donc, ça, c'est vrai que c'est aussi hyper important parce que tu peux arriver hyper bien fringué. Il y a 10 milliards de manières de hyper bien se fringuer. Juste si tu fais pas les bons choix, si c'est pas le bon truc, si c'est pas un peu disruptif ou si t'as pas l'air un peu avant-gardiste, façon de parler, tu vas taper à côté du clou, tu vois. Okay. Et c'est quand même cool tu vois, genre le Kurt Cobain avec son cardigan en mohair, là, genre on s'en rappelle encore aujourd'hui, tu vois. Alors que, c'est juste, tu vois, c'est juste un éclair à un moment de mettre un truc, tu vois. Il y a parce qu'il y a une philosophie qui va avec et tous les machins, tu vois. J'ai pris un exemple de normie, mais tu vois, genre, ouais, c'est hyper important de comprendre c'est quoi l'état d'esprit du moment pour pas refaire des trucs pour être marquant, quoi. Alors du coup, c'est quoi ton rapport aux gens qui seraient justement full vintage, des gens que tu vois qui s'habillent toujours exactement dans la mode du swinging London, par exemple, des années 60 en Angleterre, ou des gens qui portent, qui sont vraiment vintage ou revival d'une époque. Bah ouais, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime pas, quoi. Ça dépend lesquels, tu vois. Par exemple, moi là, pour le moment, je suis un peu fasciné par les costumes de l'armée. Tu vois, les mecs de l'armée un peu au gradé là, qui arrivent avec des costards noirs ultra carrés, avec le col très haut, et avec dessus genre un mire de médailles et des machins et tout. Je trouve ça trop, je sais pas, il y a un truc que je trouve hyper fascinant là-dedans, tu vois. Je suis pas sûr de pouvoir le reproduire, mais j'ai pas envie non plus demain d'aller chiner des trucs et tout, tu vois. Après, il y a aussi un truc, c'est que genre moi, mon rapport à la mode aussi, il est genre, je suis dans l'anti-cosplay. Ok. Tu vois, genre moi, je suis dans le truc, genre absolument j'ai besoin de créer un équilibre entre différents trucs que j'aime bien pour pouvoir me sentir bien dans ce que je fais. Tu vois, genre par exemple, le costard cravate, je peux pas le faire. Le costard cravate, chaussures en cuir, propre sur soi et tout, je peux pas le faire. Okay. Il faut que je le mélange avec d'autres trucs pour me sentir un peu, pour avoir l'impression d'avoir un peu composé un truc qui me plaît. Donc des bottes d'équitation et un short, un short Dickies. Voilà. Je crois que tu viens de sortir le nom de l'album, le nom de l'épisode. Ah ouais? Ah ouais, je suis dans l'anti-cosplay, je trouve ça exceptionnel comme phrase. Eh ben, super. Y a-t-il quelqu'un que tu sais imiter? Waouh. Charlie Kidd. Le seul que je connaisse. Non, franchement, non. Absolument pas. J'ai jamais tenté de ma vie. Je peux faire l'accent québécois, ça va être super gênant. Ouais. Je ferai l'accent belge juste après, on risque de passer un super moment. Ouais, j'adore ça. Tu es le deuxième, mon deuxième invité belge. Le premier était Seb Tanaka, qui est donc un auteur autour du cinéma et qui vient de la scène hardcore, qui je crois a un peu fréquenté le milieu H8000. Bon, lui, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il habite en France, mais quel est ton rapport justement à l'imitation de l'accent belge? Distant. Ouais, je sais pas. En fait, le truc, c'est que genre, j'arrive pas vraiment à prendre ça au sérieux, tu vois. Parce que, en fait, ce truc-là, il est pas. Comment dire? Le cliché de l'accent belge, en fait, il existe quasiment pas. Oui. Tu vois, c'est genre, l'accent belge, l'est une fois, et tu vois, les je sais pas quoi. En fait, c'est un truc de bruxellaire qui traîne dans des bars, qui picole. En fait, c'est Dickeneck, en fait. Tu vois. Et ce truc-là, en vrai de vrai, moi, je suis belge, j'ai passé toute ma vie en Belgique, genre, j'ai quasiment pas croisé. Tu vois, tu l'as jamais vu. Alors que tu vois, vas-y, si un mec demain il me fait une imitation et qu'il arrive à m'imiter un mec dégueusé qui traîne à la buvette de la balle pelote, là, je veux bien prendre la balle, tu vois. Alors, dégueusé? Ouais, c'est un village, c'est les villages en Wallonie, tu vois, où il y a des fermiers, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, c'est ça qu'il faudrait imiter, tu vois.
Mais ce truc-là, il est jamais imité. Oui, parce que du coup, comme tu le vois, je voyais pas de quoi tu voulais. Mais c'est ça. Mais tu vois, c'est comme, je sais pas, tu vois. Dégueuser, c'était genre une expression pour dire bourré ou. Ah non, tu non, vois. non. C'est un aigueusé, c'est un village. Ville-village, pas trop. Mais ouais, c'est comme, tu vois, c'est comme des Français qui vont dire genre, ah, ça c'est l'accent. Ça, c'est l'accent de Lyon et ça, c'est l'accent de Rennes, tu vois. Moi, je suis pas capable de faire la différence, tu vois. Ouais. Mais du coup, quand les gens font l'accent belge, c'est toujours un truc un peu caricatural qui n'existe pas vraiment, en fait. Donc, du coup, je me le. Tu vois, je sais pas. Ça me passe au-dessus de la tête comme ça. Après, je saurais pas reconnaître l'accent de Lyon, tu vois. Enfin, j'ai Moi non plus, l'impression hein. que l'accent, c'est l'accent marseillais, quoi. Il y a l'accent du Sud, Ouais. puis il y a le reste. Mais je crois que ça a un peu à voir avec l'histoire de la France et de ses langues régionales. Ah ouais. Où politiquement, on a vraiment tout fait pour les effacer, pour qu'elles soient pratiquées le moins possible. Ok. Et où, tu vois, j'ai l'impression que, alors qu'on a un territoire qui est 2 à 3 fois plus grand, on a 15 000, enfin, on a beaucoup, beaucoup moins d'accent qu'en Angleterre. Ah ouais. Où l'Angleterre, vraiment, tu passes d'une ville à l'autre, la langue, elle a quasiment plus rien à voir. Même les États-Unis, c'est énorme, Oui, tu vois. ouais. Mais quand tu vois la manière dont ils s'expriment à tel endroit ou à tel endroit, c'est vraiment. C'est quasi C'est limite pas la même langue, Ouais, quoi. c'est ça. Il y a une vidéo trop bien avec des gens qui lisent c'est des gens je crois que c'est des gens qui viennent de Baltimore. Mhm. Et ils sont à un dîner, c'est genre une famille et genre juste ils piochent des mots, ils disent les mots et à chaque fois la prononciation elle est débile. Alors attends. Ah oui. De laquelle de tes mauvaises habitudes as-tu le plus de mal à te défaire? Mauvaise habitude. Euh, je crois le manque d'organisation. Mhm. Le fait de pas réussir à installer une routine, quoi. Ok. Tu vois, le fait de me dire, genre, ça, à partir de maintenant, je dois faire gaffe à être régulier sur ça et à pas y arriver. Mhm. Tu vois, de me dire, genre, tous les matins, je fais ça, tu vois, pour commencer ma journée, ou je sais pas, même des routines, des trucs par rapport à des trucs de santé, tu vois, genre, je sais pas, tu vois, tu vas prendre des trucs pour ton immunité parce que c'est l'hiver et que machin truc. Si je me dis, vas-y, je me fais une cure d'un mois, en fait, elle dure 3 mois parce que j'y pense pas à la prendre, tu vois. Ok. Ouais, je pense ça, ouais. Parce que j'avais d'autres mauvaises je me suis débarrassé déjà de la plupart de mes mauvaises habitudes. Fumer des clopes, vivre la nuit et tout, ça va, j'ai réussi Mhm. à faire effacer ça, tu vois. À t'en défaire. Ouais, c'est ça. Penses-tu être trop gentil ou pas assez? Euh, Waouh. Je sais pas. Trop gentil ou pas assez? Je sais pas, hein. Team gentil ou team pas gentil? Ouah, c'est dur à dire, hein. Franchement, j'en ai aucune idée. Je dirais, moi j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir l'air gentil, pas méchant, mais j'ai quand même l'impression de faire des trucs de connard un peu tout le temps. Ok. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Je suis tout le temps en train de me dire, genre, oh, j'aurais pas dû dire ça, Mauvais move. j'aurais pas dû faire ça, tu vois. Genre, comme si j'avais l'air. Tu vois, quand t'as l'air un peu désinvolte et que du coup, comme Mhm. si tu fais comme si. Tu vois, je sais pas, tu passes à autre chose, t'as l'air désinvolte, tu fais pas attention à XY et tu vois, peur que ça soit interprété pour du. Tu vois, pour du mépris ou pour des trucs comme ça et tout. Du coup, je sais pas, je dirais. On va dire au milieu, hein. La balance, elle est là. Des fois, je penche à gauche, des fois, je penche à droite, ça dépend, tu vois. Ni gentil ni méchant, je suis neutral gentil. Neutral. Lawful neutral. Voilà. Bon, c'est un peu la même question, mais en même temps pas totalement. Penses-tu être quelqu'un de bien? Euh... Ah, ah. Ouais, c'est dur, hein. En vrai, je sais pas. J'ai l'impression de... Ouais. J'ai pas particulièrement l'impression de faire du mal, mais j'ai pas particulièrement l'impression de faire du bien non plus. Mhm. Tu vois, donc je sais pas, quelqu'un de bien, pour moi, c'est quand même faire un... Je sais pas, faire un pas en avant vers un truc qui fait avancer les choses, tu vois, arriver à être... Tu vois, arriver à être... Comment expliquer? Faire avancer les choses dans le bon sens, selon toi. Tu vois, selon ce qui te semble juste et tout. J'ai pas l'impression de faire tant de choses que ça dans ma vie pour ça. Ok. Tu vois, je devrais le faire et tout. Mais voilà, j'ai quand même l'impression, si je dois être totalement honnête avec moi-même, d'être plus auto-centré que, tu vois, parce que naturellement, je suis beaucoup plus, tu vois, introspectif, casanier, tu vois, bosser sur des trucs pour moi-même, Mhm. etc., tu vois. Après, évidemment, je suis hyper content de le délivrer et tout. Et tu vois, et si ça fait du bien aux autres, c'est
Tu vois, ça donne du sens à ce qu'on fait et tout. Du coup, genre, ouais, je sais pas. Quelqu'un de bien ou pas? Dur. Je suis neutral bien. Neutral bien. Te détaches-tu facilement du physique pour connaître quelqu'un? Ouais. Oui, facilement. Après, ça dépend. Enfin, le physique, genre les traits physiques. Te détaches-tu facilement de l'outfit pour connaître quelqu'un? Eh ben, ça dépend de la personne. Il y a des fois oui, il y a des fois absolument pas, quoi. Si la personne fait des non-choix, je me détache. Si la personne fait des choix, là, je vais être plus critique, quoi. Mais ouais, non, je sais pas. En vrai, ouais, ça va. J'ai pas trop ce truc de. Même, tu vois, par rapport à Laura, tu vois, ce truc de genre, lui, il a l'air méchant. Enfin, tu vois, genre, les gens qui ont l'air un peu bad vibe ou quoi, des fois, en fait, ils sont sympas. Je sais pas, des fois, je suis un peu nul, en fait, pour lire ces trucs-là. Tu vois, pour me rendre compte si. Tu vois, je fais pas hyper attention à l'attitude corporelle des autres et tout. Okay. Tu vois, genre, par exemple, j'ai un pote, il a un tic, et ma copine me l'a fait remarquer ce matin. Je l'avais jamais remarqué. Ah oui, d'accord, ok. Genre, je l'avais pas remarqué. Tu vois, donc c'est un pote de longue date? Non, c'est pas un type que je connais depuis si longtemps et que je vois si souvent que ça. Mais je l'ai quand même vu assez pour avoir eu l'occasion de m'en rendre compte. Ouais. Tu vois, et puis c'est des trucs qui sautent quand même assez vite aux yeux. Mais je sais pas. Moi, je suis pas hyper attentif à ces trucs-là, quoi. Okay. Donc du coup, je pense que oui, j'arrive à me détacher facilement. Alors bon, le vêtement que tu possèdes et auquel tu tiens le plus. Oui, bon ça. On y a répondu. Donc c'est la dernière. Ah. Donc il faut bien la choisir. Ah. Et oui, je triche. Et celle-ci, ce ne sera pas celle-là. Non, tiens, je sais ce que je vais faire. Avant qu'on enregistre, tu m'as dit il y en a quand même 3-4 sur lesquels j'espère tomber. Je dis bon, bah, écoute, on verra en fonction de comment, de si elles sortent ou pas. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis? Ouais, il y en a une ou deux qui sont sortis. Ouais. Ok. Et bah écoute, pour la dernière, je te laisse en choisir une que tu espérais qu'elle sorte. Quel privilège. J'aime trop la question de si tu peux organiser un dîner avec 4 personnes. Ok, ouais. Eh bien écoute. Parce que j'ai trouvé une réponse et du coup, genre, j'arrête pas de me dire. En plus, c'est l'actualité brûlante. Mais du coup, ouais, si je pouvais mettre 4 personnes autour d'une table pour avoir une discussion, je mettrais 4. Parce que voilà, j'arrive avec une réponse préconçue. Bien sûr. Je mettrais 4 artistes que j'adore qui ont tous l'air d'être un peu sur une autre planète, mais chacun à leur manière, tu vois. Ils sont tous un peu perchés, mais chacun de manière différente. Je mettrais Lil B. Ok. Young Lean, Björk et David Lynch. Ok. Voilà, bon, malheureusement, c'est plus possible depuis très peu de temps, mais depuis effectivement à peine une semaine, je crois. Ouais. Ouais, effectivement, il y a moyen que ce soit. Ouais, je me dis, genre, tu les lances sur des sujets hyper basiques, genre est-ce que tu préfères l'hiver ou l'été? Et puis tu les laisses, déballer, donner des points de vue sur des trucs et tout. Et je pense qu'il y a, tu sais, t'as pas besoin de remettre de l'huile sur le feu, quoi. Je pense que ça se passe tout seul. Voilà, ça s'autogestionne, tu vois. Mais bon, je pense Lil B et Young Lean, ils doivent se connaître, non? Ah, ils doivent se connaître. Je sais pas je pense pas qu'il y ait des morceaux ensemble. Mais ils doivent se connaître. Ils doivent voir qui ils sont. Young Lean et Björk aussi, ils doivent voir qui ils sont. Oui, c'est possible aussi, ouais. Ouais. Bon, Björk et David Lynch, évidemment, qu'ils voient qui ils sont. C'est sûr à 100%. C'est évident. Ouais, parce qu'en fait, ça ressemble juste à un dîner mondain. Oui, mais avec tu vois, des gens qui, enfin, tu vois, oui, je sais pas, qui n'ont pas peur de se laisser aller, tu vois, de dire ce qu'ils pensent. Chez qui ça a l'air d'être naturel, tu vois. Ouais. Et alors, bon, comme du coup, tu as choisi la dernière question et que tu avais déjà ta réponse un peu prête, voilà. On va quand même continuer un peu à jouer le jeu. Si tu devais faire un dîner avec 4 créateurs de mode, vu qu'on a pas mal parlé du sujet de la mode. Avec 4 créateurs de mode, je vais éviter de mettre trop d'Anversois parce qu'ils se connaissent déjà. Il faut rassembler les époques alors, du coup. Parce que du coup, ils viennent tous d'Anvers, les créateurs de mode belges qui ont. La plupart, ouais, quand même. Ah ouais. En fait, il y a une école à Anvers qui est une des écoles les plus réputées pour ça, tu vois, c'est genre les Beaux-Arts d'Anvers. La section mode là-bas, en fait, il y a des gens hyper connus qui sont sortis de là. Enfin, des gens qui ont fait des trucs importants pour la mode, tu vois, on appelle les 6 d'Anvers. Ah oui, carrément, il y a une. Ouais, c'est ça, ils sont appelés comme ça. Il y a un manga à faire. Il y a un docu en route là, apparemment.
J'ai vu ça il y a quelques jours, du coup, ce serait vraiment bien. Mais ça a déjà été documenté moult fois. Il y a eu il y a eu des expos, des trucs et tout, tu vois. Mais ouais, du coup, bah, je mettrais Martin Margiela, Alexander McQueen, Cristobal Balenciaga et... allez, Vivienne Westwood. Il peut y avoir plusieurs époques, plusieurs trucs tous avec une vision ultra jusqu'au boutiste, mais chacun dans un... Pareil, chacun dans un style différent, tu vois. J'aime bien les gens qui mettent tous les potards au maximum, tu vois. Qui mettent les potards à 11. Voilà, exactement. Bah écoute, Charlie Kidd, merci beaucoup. C'est à ton tour. Merci à toi. Maintenant, si tu veux piocher des questions. Alors, la main dans la boîte. As-tu une phobie? On en parlait tout à l'heure avec Singe et Pee-wee quand ils sont passés. Ouais, j'ai eu la phobie des chiens, mais je l'ai plus. Et puis maintenant, c'est les frelons. Les frelons et les guêpes. On partage la même phobie. Ouais, c'est vraiment un truc qui me terrifie. Et c'est une petite anecdote, rigolote, hein, qui veut rien dire, mais il y a pas si longtemps, un de mes colocs hébergeait une amie pour quelques jours. Et le jour où elle partait, lui, il était à son taf, donc c'était à moi de lui dire au revoir, quoi, de l'accompagner à la porte. Et genre vraiment, j'ouvre la porte, on se dit au revoir, on échange les derniers mots sur le pas de la porte. Et il y a vraiment, il y a une guêpe qui a débarqué, je lui ai claqué la porte à la gueule en mode allez, au revoir. C'est bon, on a dit tout ce qu'il y avait à dire parce que c'est un truc instinct de survie. Qui me terrifie. Ouais, voilà, instinct de survie. Mais ouais, mais j'ai exactement la même. Mais parce que moi, c'est un truc, c'est plus lié à une anecdote. Mais en fait, quand j'étais petit, je me rappelle de l'instant, mais c'est cristal clair. Genre, mes parents étaient en train de regarder le JT. Et j'ai ouvert la porte et il y avait je me rappelle du plan et tout, c'est genre, il y avait une journaliste, elle était devant une, comment on appelle ça, une haie, et il y avait les lumières de l'ambulance là qui tournaient, qui éclairaient l'image. Et en gros, c'était genre, ils avaient été filmés chez quelqu'un, en mode information de dernière minute, en mode cette personne a avalé une guêpe et elle est décédée. Et j'avais genre, je sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça, et j'étais en mode genre, si t'avales une guêpe, tu crèves. Et donc, du coup, bah, j'ai passé l'été entier avec la main sur ma bouche. Ah ouais! Parce que j'avais trop peur d'avaler une guêpe. Jusqu'à ce que mon oncle se foute de ma gueule. Et puis après, j'ai arrêté, tu vois. Mais du coup, ouais, tu vois, les trucs de rapport à la mort et tout, déjà à ce moment-là, c'était assez extrême. Effectivement, tu vois. Et donc, ouais, ces trucs-là, ça me terrifie. Mais d'ailleurs, genre, dans un épisode, je sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre explique un truc avec genre un frelon géant ou un truc comme ça. Ce serait le pire monstre ou Ouais, oui. Bah, c'est pas le dernier épisode avec Lazy God? Si c'est possible. C'est possible, hein. Ouais. Je crois. Oui. Mais du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit putain, mais en fait, c'est l'exact opposé. Moi, ce qui me terrifie justement avec les guêpes et avec les frelons, c'est que c'est tout petit. Ouais. C'est que ça sort d'une poubelle, c'est que ça rentre dans ta canette. Tu vois, c'est que ça se glisse derrière ta lunette. Et donc du coup, je me dis putain, maintenant, le pire, ce serait pas qu'elle soit énorme, ce serait qu'elle soit encore plus petite. Qu'elle soit invisible, tu vois. Genre un mini frelon, tu le vois pas arriver, c'est comme si c'était un virus, il te pique et puis tu souffres, tu vois. Oh, ça serait vraiment hardcore. Intéressant. Qu'est-ce qui est légal maintenant et ne le sera plus dans 20 ans? Ouf, bah, au vu des récents événements, parce que je suis pas très... Bah pareil, je crois qu'on en avait parlé avec Raz, je suis pas très serein, moi. Au vu de comment évolue la technocratie américaine, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, les Jeff Bezos. En vrai, je m'en fous. Est-ce qu'on pourra encore voter dans 20 ans? C'est même pas, c'est même pas sûr. Hein. Si je devais faire une réponse un peu positive, je pense que ce serait pas si mauvais que ça que le tabac soit illégal. Ok. Alors que je suis un gros fumeur. Hein. Mais ouais, non, là, je crois que la démocratie est en danger comme rarement elle l'a été ces dernières années. Et, en vrai, pas trop envie d'y répondre parce que ça va nous mettre dans une projective où on va pas être bien, quoi. On va doomer. Il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Ah bah là, t'en vois une, toi, de bah ouais. Réponse avec de l'espoir? Franchement, pas trop. Hein. Non, pas trop.
Moi, si je devais répondre, je dirais les trucs juste le côté, les trucs, les services publics, quoi. Tu vois, je me dis, genre, un truc légal, genre, je me dis, donc, si ça continue comme ça, dans 20 ans, il n'y aura plus de services publics, tu vois, tout sera des trucs privés et tout. Ouais. Et du coup, non, à part ça, qui n'est pas une réponse très fun. Ce qui est pas fun non plus, non. hein, parce que tu regardes. Alors, j'avais pas lu l'article en entier, my bad, j'avais lu que la manchette, que les gros titres, mais je crois que l'Angleterre est en train de faire machine arrière sur la privatisation du réseau du rail. Ça, c'est une privatisation qui avait fait beaucoup de bruit et qui aujourd'hui encore est dont on voit vraiment les impacts et les répercussions sur la vie des Anglais et sur la vie des travailleurs du rail notamment. Okay. Et c'est pour ça que dès qu'il y a des grèves des cheminots en France, ils envoient des cheminots anglais en soutien aux grévistes pour défiler et tout. C'est parce qu'ils disent mais nous en fait on sait ce qui se passe avec la privatisation et on sait que c'est l'enfer. Mais donc ouais non, si la privatisation c'est pas une bonne nouvelle, hein. Ah non, c'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est sûr, enfin ouais, ça veut dire que le monde aura jamais été autant scindé en deux, quoi. Ouais, donc allez, ça a déjà été scindé de manière très très extrême, mais là on le vivra de nos. C'est ça, on va y assister, c'est ça. Mais vas-y, disons qu'elle ne compte pas celle-ci parce qu'elle est trop dooming. Vas-y, une autre alors. Je crois qu'elle est déjà sortie pas mal aussi celle-là. Vas-y. Y a-t-il quelque chose qui est considéré comme un luxe mais dont tu ne pourrais pas te passer? Oui, ouais, elle est beaucoup sortie. Mais vas-y, toi, ce serait quoi du coup? Un luxe, vraiment? Bah, le truc, c'est que genre... Ouais, enfin, c'est le mot luxe qui me bloque, quoi, tu vois. C'est genre, il y a les trucs vraiment... Tu vois, il y a les trucs qui sont... Il y a des trucs qui sont des plaisirs, qui sont pas forcément utiles, mais il y a des trucs qui sont indécemment inutiles, assez chers, assez trucs. Je dirais les trucs de bouffe, en vrai. Ok. Tu vois, je sais pas. Le fait de pouvoir tout manger toute l'année, moi, c'est un truc que je comprends pas trop. Tu vois, le fait de se dire, genre, vraiment, je sais pas, tu peux avoir des olives noires toute l'année. Tu vois, je me dis, franchement, c'est genre, on n'a pas besoin d'autant de choix. Après, je trouve que pour le coup, l'exemple que tu prends, c'est peut-être le plus logique parce que les olives noires, ça se conserve super longtemps dans la saumure. Ouais, c'est vrai. En c'est fait, pas le bon exemple. Vois. Mais ouais, je sais pas, tu vois, sur des fruits ou. Bouffer de l'aubergine en décembre, tout de suite, voilà. On est sur un truc un peu plus. Je le fais en plus, tu vois. Ouais. C'est pour ça le truc, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Un vrai luxe, ouais, je sais pas. Des petits trucs inutiles, il y en a plein. J'adore, je sais pas, tu vois. J'adore acheter des fringues, j'adore acheter des bijoux, j'adore prendre des bains. Et j'adore jouer à Dishonored 2 sur ma grosse télé, tu vois. Je pourrais m'en passer, tu vois. Enfin, je devrais pouvoir m'en passer, mais je le fais pas. Mais tu le fais pas, voilà. Ouais. Ok, donc du coup, encore une autre. Si tu pouvais connaître une réponse à une question, à part quel est le sens de la vie, laquelle choisirais-tu? Ah, celle-ci. Oh! Bah, tu vois, pour le coup, celle-ci, je crois que j'ai pas de réponse là immédiate. Je sais pas, est-ce que j'ai l'impression de tricher un peu à mon propre jeu. Genre, est-ce que l'espèce humaine va s'en sortir? Ouais. Ça revient un peu à dire, est-ce que l'espèce humaine est si spéciale que ça? Et du coup, je trouve que c'est un peu lié au sens de la vie quand même. Ah ouais. Mais ouais, est-ce que la résolution va être positive ou est-ce que ça va... On est encore sur une bonne réponse de doomer, doomer, mais... Mais du coup, ce serait genre ce serait plutôt genre, est-ce que l'espèce va s'éteindre ou est-ce que l'espèce va s'éteindre en souffrance? Est-ce que c'est genre la finalité en soi ou est-ce que c'est la manière dont ça se produit? La manière dont ça se produit. La manière dont ça se produit. Mais parce que je pense pas qu'une espèce puisse s'éteindre paisiblement. Ah ouais. Tu vois, les individus peuvent s'éteindre paisiblement. Ouais. Mais tu vois, les espèces là qui ont disparu suite à l'action de l'homme, je pense que c'était pas paisible. Hein. Les dodos, c'est pas paisiblement qu'ils se sont éteints. Hein. On les a éclatés pour leur viande. Donc pour faire de l'oseille. Ouais, pour faire de l'oseille. Donc je sais pas si. Oui, c'est ce qui risque de nous arriver aussi. On risque de s'étendre pour qu'il y ait un PDG. Pour que certains fassent de l'oseille. Avec un nœud pape. Donc très, très dooming comme fin d'épisode. Mais ouais, toi, ce serait quoi la question? Si je pouvais connaître une réponse. Ouais, peut-être par rapport à des trucs de. Je sais pas. Peut-être par rapport à des trucs de. Tu vois, les questions existentielles un peu là, tu vois, auxquelles t'as pas de réponse, quoi. Tu vois, les trucs du genre.
Je sais pas, tu vois, des fois, genre, je sais pas, tu te dis, genre, putain, je suis juste une toute petite personne sur une planète, dans un univers, tu vois. Et tu dis, genre, vas-y, si la Terre, elle. Je sais pas, genre, si l'univers, il s'éteint, du coup, il reste rien. Ah oui. Et du coup, c'est quoi ce rien? Est-ce que, tu vois, c'est tangible ou pas? Et du coup, est-ce qu'il y a des. Je sais pas, ou alors, du coup, est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent plus loin dans l'univers, tu vois? Mais c'est très sens de la vie, ça. Ah, quoique. Ah ouais, si, c'est vrai, t'as raison. Putain, j'ai fait une réponse ultra basique. Non, mais en même temps, c'est lié à l'infiniment grand, donc ça. Non, mes réponses, questions aussi bien angoissantes, quoi, et réponses qui risquent Ouais. d'être bien angoissantes. Bah, en même temps, je sais pas, tu vois, la question, elle suppose quand même. Tu vas pas demander qui a gagné la draft de NBA en 2038, tu vois. Ouais. Non, j'en ai un qui vient de me venir à l'esprit un peu plus feel good. J'aimerais beaucoup avoir la réponse, mais je détourne un peu la question. J'aimerais beaucoup avoir la réponse chaque fois que je me pose la question comment ce guitariste a eu ce son. Ah ouais. Si chaque fois que j'écoute un guitariste, un son qui me plaît particulièrement, et que je me pose la question, quel matos il a utilisé, comment il l'a réglé, je pouvais avoir la réponse immédiate. Quelle chaîne de trucs il a fait. Tellement heureux. Ah, j'avoue. Je serais trop heureux de... Ah, j'avoue. Ah non, si, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Vas-y. J'ai trouvé. Genre, comment faire de l'oseille? Oui. Comment faire plus d'oseille? Je veux bien une réponse là. Ça marche. Comment faire plus d'oseille sans faire plus d'efforts? Très bien. Et sans avoir un papa riche. Ouais. En étant éthique ou pas? Ah oui, quand même. Ah, quand même. Quand même. Ouais, si on te file la réponse, je veux bien que tu Je me... partagerai pas, par contre. Ah bah... Désolé. Ok, très bien. Mais est-ce qu'on le verra? Que t'as trouvé, que t'as... Non, ça se verra absolument pas. Ça se verra si je t'invite chez moi, mais ça se verra pas quand je marcherai dans la rue. Ça marche. Il en reste une ou pas? Il en reste une. Ah ouais. Si tu pouvais créer un croisement entre deux animaux pour en inventer un nouveau, que ferais-tu? Oui, si, j'ai déjà répondu, mais alors ma réponse change toujours un peu, je crois. J'aime bien le côté île du docteur Moreau. Je pense que je croise un alligator et un requin blanc pour faire vraiment la machine à tuer par excellence. Un truc genre bêtement dangereux. Ok, ouais. Genre vraiment, c'est le brutal death metal des animaux. Un truc. L'équivalent animal des bastons de robots téléguidés où il y a un lance-flamme et. Oui, voilà, c'est exactement la méta. C'est donc je ferais ça. Toi, tu ferais quoi? Je sais pas. Moi, je ferais un truc amusant, je crois, un truc qui ferait une bonne mascotte, quoi. Putain, je sais pas. Pour le moment, j'aime bien les rats. Ok. J'allais dire, je crois que je ferais un rat avec des ailes, du coup, ça existe, une chauve-souris. À peu de choses près, tu vois. Un peu de choses près, peu ou prou, oui. Ouais, non, je ferais un rat, mais vraiment avec des ailes de cygne, genre. Ça, tu vois, j'adorerais l'avoir près de moi au quotidien. J'ai du mal à le visualiser. Du coup, il faudrait qu'il soit un petit peu disproportionné, il faudrait qu'il soit un peu grand. Ouais, ok, d'accord. Un peu un rat géant. Mais les rats mignons, tu vois. Les rats que tu vois sur Instagram, tu vois, avec des petits nounours, des gens qui font des grattes sur le ventre, tu vois. Pas les rats, pas les rats avec les yeux blancs, tu vois. Oui, pas les rats du métro new-yorkais. Voilà, c'est ça. Les rats domestiques, quoi. Pas le rat Théma, la taille du rat. Voilà, c'est ça. Le rat de Ratatouille, plutôt. Un petit Rémi avec des ailes de cygne. Voilà, exactement. Un Rémi x10 avec des ailes de cygne. Bon, x10, ça fait beaucoup, non? Ah ouais, x10, je sais pas. Je pense x4 ou 5, t'es déjà bien. Hein, ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est un beau bébé. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Charlie, merci d'être venu, merci d'avoir rendu ça possible aussi rapidement. Bah merci pour l'invite. Vu qu'on l'a évoqué. J'ai jamais fait de podcast, il n'y en a pas beaucoup que j'aurais fait. Et celui-ci, c'est un truc qui me donnait envie. Bah écoute, merci beaucoup. Comme tu le sais, il y a une dernière question qui est 2 personnes que tu aimerais entendre dans le podcast. Une avec qui tu peux me mettre en relation et une où tu peux pas me mettre en relation, mais ce serait le kiff de pouvoir l'entendre dans le podcast. Une personne avec qui je pourrais te mettre en relation, ça pourrait être marrant, un épisode avec Chronomusique. Ah, je suis... Ça pourrait être bien drôle. Je pense que lui pourrait te faire des beaux... Parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais tu es sur la Zizi Kaka mixtape qu'il a... Le projet légendaire. Le projet légendaire. T'étais à l'Olympia, du coup? Ouais. Bon souvenir?
Très bon souvenir, oui. Okay. Bah écoute, ouais, non, je suis très chaud parce que je suis moins ce qu'il fait maintenant avec Legend, mais je suivais pas mal ses vidéos quand il était en solo en fait. Ouais, ses vidéos pédagogiques. Ses vidéos pédagogiques, mais toujours dans un esprit un peu shit talk. Donc je suis très, très partant pour ça. Trop bien. Et du coup, quelqu'un avec qui je peux pas, qui pourrait répondre à toutes ces questions-là, qui serait fun. Il y a qui que j'aime bien écouter parler. Bah vas-y, je vais dire David Lynch. Ah, on ouais, va sur le truc. Ah, c'est le moment pour le dire, non? Oui, c'est le moment pour le dire, non, mais il faut un vivant, quoi. Ah oui, un vivant. Il faut quand même que ça puisse se faire. Ah ok, enfin, d'accord. Que ça puisse se faire. Que ce soit matériellement envisageable. Ok. Alors. Toutes les personnes qui me viennent à l'esprit, en fait, c'est des personnes que je voudrais entendre parler parce qu'on les entend pas assez parler. Mais du coup, je suis pas sûr. J'ai envie de savoir, mais j'ai peur que ça cache le truc, tu vois. Mais bon, après, si elles sont vivantes, ça colle, hein, donc... y a un skateur que j'aime bien qui s'appelle Ben Cado. Ok. Qui est un mec... c'est un New-Yorkais qui skate chez Suprême. Mm-hmm. Et je sais pas, j'aime bien ce type. Ok. J'aime bien ce qu'il représente et tout. Mais pour le coup, il est très très taiseux, quoi. On a eu droit, il y a pas très très longtemps, un mini docu sur lui, là. On en apprend un petit peu, mais il est pas très vocal, tu vois. C'est plus les gens qui le décrivent, des images de lui qui skate ou des images de lui qui fait des trucs et tout. Du coup, genre, ouais, il serait extrêmement pas à l'aise avec l'exercice, je pense qu'il dirait non. Mais si le résultat devrait exister, j'aurais envie de l'écouter. Ok, très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup. Quel est le plus simple pour te retrouver, pour te suivre? Le plus simple, c'est Instagram. Okay. Kingpin, Skinny Kid, Charlie Kid, ça passe aussi. Et Spotify. Okay. Et là, t'as des projets qui arrivent bientôt ou tu fais encore vivre le projet précédent avec des concerts Ouais, j'aimerais bien faire encore un petit peu vivre le projet, mais pouvoir passer sur un truc un peu plus libre. J'ai pas envie de Je vais pas ressortir un projet dans les semaines, mois qui arrivent, quoi. Je vais encore prendre un petit peu de temps. Là, j'ai envie de sortir des singles. Ok. Tu vois, sortir des singles, sortir des vidéos, essayer des trucs. Et bosser sur des trucs en parallèle. Bosser sur un projet en parallèle, mais tu vois, sans mettre la pression d'une deadline, d'un truc. Parce que, ouais, full time bosser sur un projet, c'est quand même un peu... Moi, j'adore, mais c'est un peu fatigant, quoi. Ouais. Tu fais un peu que ça. T'es un peu obnubilé par le truc. Ouais, c'est ça. Eh bah, parfait. Encore merci. Merci à toi. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver Aléatoire sur Instagram, toujours, @aléatoire_s. Et je vous dis au prochain épisode. Ouais. Jean, je veux juste en placer une toute dernière. Vas-y. Je veux juste, du coup, remercier l'équipe de Arrêt Cardiac. Oui, bah oui, qui m'ont fait venir. Remercions Arrêt Cardiac. Parce que vraiment, ils m'ont proposé une belle date. Ils m'ont proposé de choisir un film. J'ai choisi Angel's Egg de Mamoru Oshii. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de tout ça. Mais du coup, ouais, là, juste le truc qu'ils m'ont proposé était super. Moi, ça me plaisait trop de pouvoir projeter un film, un truc en rapport avec ma musique. J'ai l'impression de pouvoir donner une extension des trucs que j'aime bien, le montrer sans devoir faire trop d'efforts et tout. Et du coup, ouais, la soirée, elle était charmée. Vraiment exceptionnelle. Les gens qui étaient là, c'était trop cool. J'ai vraiment trop passé un bon moment. Et du coup, ouais, j'aimerais remercier toute l'équipe de Arrêt Cardiac parce que sans eux, je serais pas là. Le seul truc qui manquait, et pour le coup, c'était vraiment pas de leur ressort, c'était, allez, 6-7 degrés de plus. Ah ouais, c'est vrai. On se pelait vraiment trop les miches. C'est vrai, moi j'ai passé 10 heures sur place là en plus. Donc, ouais. Et dehors, c'était trop glacial, mais sinon, bravo Arrêt Cardiac. Il y en a une prochaine en plus d'ailleurs de Cardiac City, il semblerait-il de prévu. Ouais. Donc, fallait être là. Fallait être là, mais faudrait être à la prochaine. Exactement, c'est sûr et certain. Suivez-les partout, suivez leurs trucs, c'est trop cool. Mais comme l'épisode sortira peut-être après la prochaine, et fallait être là. Fallait être là, voilà. Alors finalement, l'épisode sort avant la prochaine soirée Arrêt Cardiac, et j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer que le prochain Cardiac City aura lieu le samedi 10 mai 2025 dans un lieu qui s'appelle le Consulat. Pour l'instant, le line-up est encore conservé secrètement, mais n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à aller suivre Arrêt Cardiac pour savoir ce qu'il nous réserve pour ce 10 mai au Consulat. Une chose est sûre, ce sera exceptionnel. Une deuxième chose est sûre, j'y serai. Une troisième chose est sûre, j'espère avoir la chance de vous y croiser. Et sur ce, on dit au revoir à Charlie Kid. Salut.
Second message de fin d'épisode après celui annonçant la prochaine date Carjack City. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, je viens d'ouvrir un compte Patreon pour Aléatoire. Pour la petite histoire, il se trouve que c'est à l'occasion de la première soirée Carjack City que l'idée m'est venue en tête. En effet, après avoir rencontré Charlie Kidd, après avoir échangé avec lui et après qu'on se soit mis d'accord pour enregistrer dès le lendemain l'épisode que vous venez d'écouter, je suis sorti rejoindre une pote et tout guilleret, je lui ai dit « Je suis trop content, l'épisode d'Aléatoire avec Charlie, ça se fait demain. » Et là, la personne avec qui elle était en train de parler, qui se reconnaîtra sûrement, que je salue et que je remercie, est intervenue pour dire « Ah, c'est trop cool si tu connais le gars qui fait Aléatoire et que tu peux créer la connexion avec Charlie Kidd, j'adore ce podcast. » Je me suis donc retrouvé à dire que le gars qui faisait Aléatoire, c'était moi et que donc oui, créer la connexion, ça allait se faire. S'en est suivi une conversation qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup motivé et où cet auditeur m'a notamment demandé « Pourquoi t'as pas un Patreon pour Aléatoire ? Je suis sûr que t'as plein d'auditeurs et d'auditrices qui seraient partants et partantes pour te soutenir. » J'y ai donc réfléchi, j'en ai parlé autour de moi, à mes proches, notamment à ma petite sœur, qui a toujours de bonnes idées et qui a toujours raison. Et la réponse que j'ai reçue unanimement a été « Bah oui Jacques, fais-le ». Et donc voilà, Aléatoire a maintenant un compte Patreon où vous pouvez me soutenir mensuellement. Il y a différents niveaux de soutien qui correspondent au verre que vous seriez prêt à m'offrir si on se croisait. Et ça commence à 2 € par mois, ce qui correspond à un café, et ce qui fait donc à peu près un café par épisode. En ce qui concerne les contreparties, j'ai déjà quelques idées, mais je continue à y réfléchir, et puis surtout, j'attends de savoir ce qui vous ferait plaisir. Vous pouvez d'ores et déjà accéder au compte Patreon, soit via le lien dans la description de cet épisode, soit via la bio Instagram, soit en tapant tout simplement patreon.com/aléatoire_s. Un énorme merci à celles et ceux qui pourront soutenir le podcast, ça va énormément m'encourager. Et pour celles et ceux qui ne pourront pas, ça ne change rien à l'amour que j'ai déjà pour vous. Déjà un grand merci d'écouter ce podcast, ça bouge pas, on est ensemble. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses, voire les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore via la plateforme Patreon à partir de 2 € par mois. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.